Salut tout le monde, ici Samuel Poher et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Hey, vous connaissez NAC et vous savez qu'ils ont les meilleurs produits sur le marché. Ça fait plus de 60 épisodes que je vous en parle. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Avec les barres Ultra Énergie, la poudre Ultra Recovery et les nouvelles gaufres qui sont tout simplement exceptionnelles, vous avez tout ce que vous avez besoin pour performer en sport d'endurance. En plus, NAC, c'est une entreprise 100% québécoise qui a les valeurs à bonne place. Écoutez, les produits sont éco-responsables et les emballages sont éco-responsables. Parle-moi de ça, une entreprise où les bottines suivent les babines. T'as le goût d'avoir 15% de rabais? Utilise le code promo pas sorti du bois sur le nacbar.com. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis accompagné de Samuel Poher. Comment ça va, Samuel? Ça va bien toi? Ça va bien. Écoutez, on est autour du feu. J'ai l'impression que ça va être le dernier autour du feu de 2021. Commence à être frais en tout cas. Commence à être frais. Puis le but, c'est que mes invités soient confortables. Donc, si on fait ça en novembre-décembre, ça se peut que ce soit un petit peu plus difficile. Ah, mais je tiens à dire que je suis très confortable quand même. La bière est excellente. Voilà. Merci, Yannick. Ça fait plaisir. Charles. Toi-même, tu y vas, tu plugues la bière. Qu'est-ce qu'on boit? On boit une tordeuse. Ouais. Tordeuse de la souche. Une excellente bière. C'est une première de plusieurs parce que tu en as amené une coupe de tes voyages de l'été. Fait que, je pense qu'on va bien boire, mais on va surtout bien jaser parce qu'on a beaucoup à dire. Samuel Poher, je trouve ça vraiment important de le dire parce que souvent la façon que je poke mes invités pour les inviter à pas sortir du bois, c'est soit parce que c'est des amis ou des connaissances, soit quelque chose se passe, une performance dans une course, une histoire X d'un accomplissement. J'écris à la personne, hey, on se connaît pas, j'ai un podcast, est-ce que ça te tente de venir? Cool, on le fait, on se trouve une date puis on le fait. Dans notre cas, je trouve ça le fun parce qu'on était au lancement du documentaire de Mathieu qui l'a fait sur Maxime Fouquet, sur son 444 km pour ses 44 ans. Je l'avais reçu, Maxime, à ce sujet-là. Puis on était là, puis je pense qu'on jasait juste après dehors avec Dave Clément, pour ne pas le nommer. Puis on jasait dehors, puis on s'est mis à parler, toi et moi, de FKT, de la culture des fastest known time. Entre autres. Puis à un moment donné, après 15 minutes, je fais hey, tout ce qu'on vient de dire, ça ferait un maudit bon épisode. Fait qu'à la place... Viens donc chez nous autour du feu. On va se faire un épisode puis on va reprendre cette conversation-là. Exact. On a attendu une couple de semaines, mais ça se donne. Mais non, c'était un super événement, honnêtement. Puis, comme on se l'était dit, je reviens un peu là-dessus parce que je trouve que c'est important. Le travail que Mathieu Bélanger-Barrette, là, on va le nommer comme il faut, avec Max Fouquet, ils ont fait sur ce film-là. Il y a deux éléments que je trouve qui sont vraiment bien. Ben, tout d'abord, c'est que ça relate le récit de quelqu'un qui est vraiment engagé auprès de la communauté, ici, localement, depuis longtemps, puis qui gagne à te connaître. Puis au-delà de ça, c'était un récit authentique, ouais. J'aurais tendance à dire. Tu sais, c'est le genre de film ou de choses que tu pourrais lire à la limite, qui te fait vraiment vivre des émotions pures, puis pas juste un « wow, c'était une belle performance ». Non, c'est vraiment un voyage authentique pour une raison qui lui appartenait, puis il nous l'a partagé. Fait que de là, notre sujet de discussion par la suite, c'était super sympa. Ouais, non, pour vrai, ce film-là est vraiment, vraiment bon. Je sais pas si Mathieu l'a sorti, s'il est disponible sur Vimeo ou quelque chose. Je le mettrai dans le descriptif du podcast si je le trouve. Il doit être public, mais c'est à voir. Pour vrai, tu sais, Maxime a une histoire exceptionnelle, puis juste son projet, tu sais, c'est le fun de le suivre là-dedans, à distance pendant qu'il le faisait, puis on voyait un peu de story, mais là, de voir le documentaire, surtout avec toute la GoPro qu'ils ont donné, puis qui a pris des shots. Tu sais, Maxime, c'est un gars réservé, mais qui peut être extrêmement drôle. Je l'ai découvert comme ça. Puis dans le documentaire, on le voit vraiment. Fait que, c'est un très bon film. Un vrai personnage. Ouais. Comme on les aime. Exact. Tu le disais, on a attendu quelques semaines avant de le faire, puis on dirait que c'est quasiment comme si le timing était parfait. La semaine dernière, on a trouvé la date, on se dit OK, cool, on se parle. Puis là, je vois qu'hier, t'es allé faire un FKT, un Fastest Known Time. C'est comme le timing parfait parce que là, ça peut pas être plus frais en tête. Il est aussi très frais dans les jambes, on va se le dire comme ça, là. Ouais, c'est ça, on fera pas l'entrevue debout, hein. Non, on est bien assis avec les jambes allongées sur le bord du feu. Voilà. Donc, parle-moi un peu de cet accomplissement-là. Qu'est-ce que tu avais visé comme sentier? Ben, en soi, c'était le FKT, donc Fastest Known Time. Je sais pas s'il y a une traduction
en français qui a été établi, on pourrait dire le record de vitesse ou le record de segment à la limite. Mais c'était le sentier des Pointes et les Florents, qui est un enchaînement de 2 sentiers back-à-back dans la région de Charlevoix. C'est un sentier qui part au nord de Saint-Urbain, la dernière municipalité avant de tomber dans le parc des Grands Jardins et dans la ZEC-des-Marques, et qui descend jusqu'aux limites de Baie-Saint-Paul. Puis pour remettre un peu en perspective, c'est que j'avais le projet de retransitionner en sentier, je dirais à fin août, plus un peu là, pour remettre ça en perspective, puis que ça me resserve de base d'entraînement en vue de prochains objectifs après mon été. Mais le premier projet, et celui dont on avait parlé précédemment, c'était d'aller dans la ZEC-des-Marques et taguer tous les sommets de la portion sud, proche du lac à l'Écluse, dans une ligne simple. Ceci étant des petits bobos physiques, un accident, plusieurs chevilles, et tout simplement, je te dirais aussi une reprise de l'entraînement qui a été compliquée, là. L'été a été chargé, et d'un point de vue mental, j'ai vraiment eu besoin de recharger les batteries comme il fallait. Fait que tout ça a mené finalement à un petit changement. Je tiens à souligner d'ailleurs le fait que Julien Yamba a fait la ligne en question dans la ZEC-des-Marques. Il l'a pas encore officialisé, fait que c'est une invitation directe. Julien, s'il te plaît, inscris ta ligne, s'il te plaît, c'est trop cool. Let's go, Julien. Mais ouais, tout ça pour dire que le timing a fait en sorte que je me suis ramassé un peu plus tard que prévu dans mon entraînement. Et j'ai découvert le sentier des Pointes et les Florents à la fin de l'été avec un pote. Et j'étais comme, mince, ce sentier-là, il me correspond bien, il est beau, il est proche de Québec, il y avait vraiment une belle opportunité. Puis le fait aussi de le compléter en totalité versus partiellement comme je l'avais réalisé, c'est quelque chose qui me trottait en arrière de l'esprit. Ceci étant, je suis parti en vacances, ça a été, comme je disais, un petit peu plus compliqué. Mais là, ça a donné que la fin de semaine dernière, je me suis dit, ça pourrait être bien de l'essayer. La fin de semaine précédente, j'avais fait une sortie qui m'avait dit, finalement, je suis en pas trop mauvaise forme. Les jambes sont revenues? Ou tout du moins, les jambes étaient semi-présentes. Je suis quand même dans un bon bloc, mais la forme était correcte. Fait que là, j'étais comme, ce serait le fun de voir qu'est-ce que ça vaut, cette transition qui est amorcée tranquillement vers la course en sentier, comment ça se place, reprendre de l'expérience aussi. Parce que officiellement, je me suis inscrit à mon premier ultra. Oh! Fait que quel est-il? Ça va être le Trail du Grand-Duc, 50 km. Très fort. Je tiens à encourager un événement local. Ouais. Puis j'ai longtemps vécu à Stoneham, fait que j'ai une petite affinité avec la vallée de la Jacques-Cartier. C'est cool. Et je trouve ça. que le travail que Mathieu Boucher fait avec là-bas est sympa aussi. Fait que tout ça pour dire que c'était une belle opportunité, ça s'est présenté. Et pour être honnête avec toi, je trouvais que d'amener des copains pour me clouer juste pour l'aller, 27 kilos, c'est ordinaire. Fait que là, j'étais comme, comment est-ce que je peux rallonger la patente pour faire en sorte que ce soit meaningful aussi pour mes amis qui vont venir m'aider? Puis c'est là où je me suis dit, mince, ça peut être vraiment le fun d'essayer de taguer le FKT à l'aller, puis de faire de quoi un peu cabochon, puis voir comment ça va réagir sur le retour. Donc c'est de là qu'est né le FKT, de reprendre le FKT sur la portion aller, mais aussi de compléter le retour en totalité pour faire une nouvelle marque aussi sur une variante aller-retour. C'est un trajet qui existait déjà, qui avait été ajouté, je pense, à l'automne dernier, 2020. Mais seulement l'aller, comme tu dis. Donc, on part de Saint-Urbain et on descend jusqu'au Genévrier à Baie-Saint-Paul. Mais j'aurais tendance à dire que c'est même plus récent que ça. Je pense que c'était en mai cette année. En fait, le nouveau temps, je pense qu'il est en mai. Mais officiellement, là, il a été ajouté parce qu'il y a le temps il y avait eu Eric Forgue, mais il y a un autre temps avant, c'est je pense. ça, Ouais. où ils étaient deux personnes. Exact. Eric Forgue et, désolé, je me souviens plus du nom de l'autre personne. Puis c'est ça qui était seulement à l'aller. Donc déjà, une 27 km, c'est une bonne track, on s'entend. Comme tu le disais tantôt, c'est tout près du parc des Grands Jardins. Fait qu'on est vraiment dans ce type de sentier-là. On est moins haut en altitude, mais bien technique, avec des belles portions roulantes aussi. Quand on redescend vers le Genévrier, ça fait très single track en switchback. Comment on dirait ça, switchback en français? C'est des épingles. Des épingles. Fait que t'as un trajet qui donne des petits clins d'œil au sentier américain, des fois dans les rocheuses où on serpente les descentes. Fait qu'il est bien balancé. Il y a une section au milieu, je pense, qui est coupe à blanc, donc le sentier est un petit peu plus ardu dans ce coin-là. Ouais, la variété sur ce sentier-là est juste phénoménale. C'est
honnêtement, c'est un de mes coups de cœur des dernières années. Puis je le dis, je vais essayer de le dire très humblement, j'en ai quand même fait pas mal dans les dernières années des sentiers, là, à travers le Québec, mais celui-ci est vraiment sympa parce que tu peux voir autant des portions de forêt boréale que des portions de forêt tempérée. Tu vas avoir des vues splendides sur la vallée de Baie-Saint-Paul, avec la portion des Caps un petit peu plus au sud. Et comme tu le mentionnais, il y a cette portion là où il y a eu des coupes à blanc, où tu as besoin de regarder ta carte comme il faut, on va dire. Là. Parce que c'est un peu pétrineux, si tu me pardonnes l'expression. Mais ouais, non, il y a des bonnes inclinaisons. La portion sud des Caps, justement, il y a une côte en particulier où tu prends quelque chose comme 200 ou 250 mètres en 2 kilos. Là. C'est 2 kilos et demi, peut-être plus. Puis ça pique, là. Ouais, puis quand t'es reparti du Genévrier pour remonter, ça a piqué pour vrai. Ça devait être un peu tannant dans les jambes, là. Je te dirais, ça a été ma portion difficile de la journée. Ouais, jusqu'au pont. Genre, tu sais, à un moment donné, il y a un beau pont qui passe par-dessus une plus grande rivière. C'était après. Sur le retour, c'était avant. C'était juste avant, ouais. Ouais, c'est ça. La portion juste avant, t'as raison. Puis ce qu'il faut dire, c'est que veux pas, j'avais quand même bien roulé l'allée. Ouais. Fait que je pense que j'étais encore en mode de récupération, malgré un long, en tout cas, selon mon opinion, un peu trop long de ravito au U-turn. OK. Musculairement, je pense que ça a été un peu un wake-up call pour moi que l'endurance est là. Mais le musculaire était pas tout à fait là. Puis c'est là où ça m'a rattrapé. C'est là où ça a fait mal. Mais après ça, j'ai eu un copain qui m'a rejoint pour les 18 derniers kilos. Puis ça a vraiment aidé. Là. Ça a vraiment été sympa. Une belle expérience de vivre ça avec Antoine. Là. Vraiment cool. Ah, c'est cool aussi parce que des FKT en supported. Fait que tu sais, j'ai déjà expliqué à d'autres épisodes. Donc, pardonnez-moi, on est comme rentré directement dans le sujet. Mais, tu sais, rapidement, c'est qu'il y a 3 types de supports que tu peux recevoir. Le premier est aucun support et, tu sais, autonomie complète. Ouais. Le self-supported, on le traduirait comment? Autonomie partielle? Ben, en soi, je le vois de 3 façons. Il y a le unsupported qui est en autonomie complète où tu commences avec tout ton matériel. Exact. Tu peux juste te ravitailler en eau. En fait, tu peux pas vraiment te ravitailler. En eau. C'est en eau. Ouais, exact. Excuse. Puis t'as le self-supported où tu as le droit de te ravitailler, mais seulement par toi-même. Exact. Et t'as le unsupported où là, c'est freestyle, c'est free for all, tu fais ce que tu veux. Exact. Quand on parle de FKT, les plus médiatisés, parce que j'en ai parlé récemment au podcast, mais c'est Anne Bouchard qui avait son crew qui la suivait partout sur le SIA. Mais sur des tracés plus courts, entre guillemets, comme tu disais, ben, tu sais, toi, si tu l'avais fait unsupported, donc en autonomie complète, il aurait fallu que tu traînes ton filtre, que tu te remplisses dans les rivières, puis que tu partes le matin avec ta bouffe pour la journée. Exact. Alors que là, tu as accès à un crew. Fait que le supported, il est de plein de façons. Self-supported, il paraît qu'il y a une subtilité que si tu croises un randonneur puis qui s'est pas prévu, mais que tu lui demandes hey, excuse, j'ai faim, est-ce que je pars une barre, puis qu'il te la donne de gaieté de cœur. Ouais. C'est correct, c'est du self-supported. Unsupported, c'est rien du tout. T'sais. Ça vient de la mentalité de la longue randonnée, là, through hiking en anglais, là, où tu viens t'entraider sur la trail. Exact. Le self-supported, on l'observe souvent sur des très très longs sentiers comme ça, du multi-day, voire même des plusieurs semaines. Là. On peut penser proche de nous, c'est sûr qu'il y a la SIA, mais au-delà de ça, tu sais, t'as la trail le sentier des Appalaches, tu vas avoir le PCT, Pacific Coast Trail, tu vas avoir la Colorado Trail, tout ce qui est Continental Divide ensuite, là, où vraiment les gens qui le font self-supported, ils s'entraînent entre eux autres. C'est juste trop long, puis parfois il y a trop de variabilité, si on veut, sur le parcours qui fait en sorte que c'est bien beau être self-supported, mais si pendant 150 kilos, t'as rien, puis il y a quelqu'un qui t'aide, tu vas le prendre. Exact. Même self-supported, tu peux arrêter dans un dépanneur, te ravitailler avec ta propre carte de crédit, puis t'acheter une Snickers. Yes. Tu sais, en fait, si on veut voir la différence, moi, j'ai reçu Charlotte Levasseur-Paquin aussi, qui a établi le FKT self-supported du SIA. Donc, elle a eu le général, puis la semaine, quelques jours après, il y a un gars qui est allé chercher qui a raté quelques heures à son record à elle, mais bref, elle a le fastest known time en autonomie partielle sur le SIA. Donc, elle me racontait au podcast qu'elle s'était fait acheminer par la poste à certaines boîtes de ravitaillement, des affaires. Fait que tu peux partir puis te dire, je pars pas avec mon stock pour 12 jours. À la mi-parcours, j'ai accès à un dépanneur. À la mi-parcours, j'ai accès à un comptoir postal où je me suis posté des bas de rechange puis un peu de bouffe. Donc ça, c'est vraiment le self-supported. Puis quand on parle de Mathieu Blanchard ou Anne Bouchard, là, on parle des FKT qui sont complètement supported. Puis c'est un truc, j'ouvre une parenthèse un peu qui est vraiment impressionnant des records justement qui sont mis self-supported, ou même, faisons abstraction de records, les gens qui réalisent ces longues randonnées,
puis qu'ils le font en autonomie juste en dealant eux-mêmes, il y a cette notion aussi que pour aller resupply, souvent se ravitailler, tu sors de la trail. Là. Fait que souvent, tu hitchhike ou tu fais du pouce ou tu marches complètement jusqu'à un point qui parfois est loin de la trail. Fait que ça rajoute du temps là, supplémentaire, ça rajoute de la gestion supplémentaire. Puis tu sais, c'est des choses à prendre en considération. J'en parle un peu de point de vue personnel parce que j'ai eu pas mal d'amis qui les ont fait ces sentiers-là. Tu sais, c'est comme oui, tu peux envoyer des box, mais il y a tellement de variabilité avec est-ce que ta box va arriver. La box parfois il la garde 2 jours, 3 jours, fait qu'il faut que tu sois vraiment dans tes temps, etc., etc. Fait que, en ordre général, souvent les gens qui font ce genre de choses-là se ravitaillent sur la route et se démerdent, honnêtement. C'est un peu... c'est un autre monde. Ouais. C'est vraiment un autre monde, la longue randonnée, puis c'est fascinant. Je vais juste dire ça comme ça. Mais je pense que sur des sentiers en mode FKT, plus en trail running, donc en course en sentier, il y a moyen de faire des grosses journées, même des défis de 2-3 jours en self-supported, en unsupported, à la course. Mais je pense que quand on entre dans du self-supported puis du unsupported, donc en autonomie, sur des très longues distances, on voit plus souvent des randonneurs, quoique je prenais l'exemple de Charlotte qui était en mode course. Mais c'est ça, on voit des FKT. Moi, quand je vois les FKT, oui, en supported de l'Appalachian Trail, c'est hyper impressionnant la vitesse à laquelle les athlètes le font, avec une équipe de support qui font tout. Mais quand tu vois la vitesse des records en autonomie, partielle ou complète, peu importe, c'est d'autant plus impressionnant. Puis c'est d'autant plus impressionnant quand Scott Jurek, Karl Melzer, des ultramarathoniens américains hyper connus, avaient battu le record de l'Appalachian Trail. Puis le gars qui les a battus est arrivé en self-supported. Ah, c'est, comment il s'appelle? Son nom de trail, c'était Jim Bean. Ouais, comme ça, là. Puis après ça, il y a Karel Sabé qui est allé rechercher le temps. Mais, ouais, comment il s'appelle? C'est... Ah, je me souviens. Son nom de sentier, c'est Bean. Il y a Bean dedans. C'est un coureur hallucinant. Puis il disait, tu sais, il dit, moi, j'allais chercher ce temps-là. Puis tu sais, il avait abaissé beaucoup le temps de 2 légendes de l'ultramarathon. Parce qu'il dit, ben, moi, je me couchais pas le soir, t'sais. Ou tu sais, mettons, faire ce que, tu sais, déjeuner, là, ben, tu manges en ces gars-là mangeaient dans leur van, relax avant de partir. Lui, il se levait, défaisait sa tente, puis il partait. Fait qu'il gagnait du kilométrage en déjeunant. Il y avait moins de logistique, puis je pense que lui, il attribue à ça son succès. Par contre, ça amène un lot de difficultés complètement différentes. Hey, la gestion, puis là, on jase. la gestion de ton manque de sommeil quand tu fais ça. Ouais. Puis juste le beat que tu prends, puis mentalement de tomber dans cette zone où t'es complètement pas en symbiose, mais t'es complètement, je l'ai en anglais, immerge, dans ton action où tu dis tu fais tout dans ton action en mouvement pour gagner le plus de temps possible. Puis c'est juste fascinant à quel point cet homme-là en particulier, puis on dit cet homme-là, mais il y a aussi une femme, je me souviens plus son nom, qui avait pris le record de la PCT de cette façon-là aussi. Mais ces 2 personnes-là, là, c'est incroyable le niveau de force mentale que tu es capable d'aller chercher pour réaliser ce genre de choses-là. Exact. Puis d'être complètement seul, oui, tu croises des gens, mais on s'entend, c'est des longues journées, puis ça enlève absolument rien aux records qui sont supported. C'est complètement... J'ai l'impression que c'est quasiment 2 philosophies ou quasiment 2 sports à certains égards. Mais ça demeure que tu as une journée difficile, t'arrives, ton crew est là pour te craquer un peu, tu sais. Je voyais dans le documentaire de Jérôme Binette sur Mathieu Blanchard, il y avait une belle gang de joyeux lurons qui l'attendaient parce que il y avait un crew, tu sais, survolté, des gens extrêmement drôles, tu sais, Marianne, Nicolas, Dan, Marianne, Hogan, tu sais, qui ont rendu probablement ces moments-là, qui ont même un petit bombe en fait sur la douleur que Mathieu devait vivre parce qu'il arrivait puis il y avait du gros fun avec son crew. Mm-hmm. Là, on parle d'autonomie complète, c'est beaucoup de solitude. Puis quand t'es dans le creux longtemps, je pense. Ouais. Mais tu peux te poser la question, ces gens-là aussi, c'est peut-être ça qu'ils recherchent. Ouais. Ouais. Jusqu'à un certain point, peut-être ces creux-là, ces gens-là, ils recherchent ça, puis ils se disent jusqu'à un certain point. Tu sais, Rob Krah avait fait une allusion comme ça à un moment donné. C'est pas tout à fait le même genre d'effort, mais il dit il y a rien qui m'amènera dans un creux aussi profond que la dépression. Fait que les creux qui sont causés par ce que l'ultra ou ce que ce genre d'effort-là prolongé peut t'amener, c'est même pas effleurer la douleur qu'il est capable de réellement endurer, vivre tout simplement.
Ouais, c'est un gars qui a été très rapide dans sa progression dans l'ultra, Rob Crowder, puis tu sais, gagné Western State et tout. Puis à un moment donné, il s'est comme un peu reculé pour des raisons de santé physique, mais aussi de santé mentale. Ouais, il y a eu une énorme dépression qu'il racontait à il y en a eu plusieurs micros, puis c'est ça, il racontait exactement ça, puis ça reste que peu importe la douleur qu'on peut vivre dans notre sport, ça demeure une douleur qu'on s'auto donne, tu sais. On se met nous-mêmes, on s'inscrit à des courses où on se lance dans des défis pour atteindre un peu ça. On le fait pas nécessairement que pour ça, mais ça fait partie, je crois, de l'aventure, là, tu sais, de l'aventure de ces longues expéditions-là ou ces longues courses-là. Mais ça peut pas se comparer à une maladie, tu sais. Non. Ceci étant, t'as ouvert une belle parenthèse. On change un peu de sujet du coq à l'âne, encore une fois, mais ça, il va falloir que tu t'habitues. Parfois, ça pop. C'est parfait, on est là pour ça. À droite, à gauche. Là. Mais il y avait pas eu une progression si fulgurante en ultra quand tu le mets en perspective sur sa carrière complète. Là. Ben, c'est parce qu'il est arrivé tard, je pense. Ouais, il est arrivé tard sur l'ultra, mais c'était un coureur aguerri. Là. Puis c'est drôle parce que quand tu entrecoupes certaines sphères de la course à pied, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de liens qui se font. Par exemple, il y avait eu un podcast à un moment donné de Mario Fraioli. Ouais. De Shakeout Podcast avec Mike Smith, qui est un des grands entraîneurs de NCAA, université américaine. OK. Puis ce gars-là, justement, quand il est arrivé à Flagstaff, la ville de renom où beaucoup de coureurs célèbres et d'athlètes célèbres sont maintenant, c'est en altitude, il dit, tu sais, le gars, il s'entraînait encore son marathon et tout, puis de temps en temps, il allait ailleurs. Puis il a entendu, c'est ça qu'il raconte à son podcast, ouais, il y a un mec qui va courir 80 bornes dans les montagnes, tu devrais aller courir avec. Puis ce mec-là, c'était Rob Crowder, tu sais. Puis ce gars-là sortait aussi quand même d'un background plus traditionnel, si on veut, avec route, piste, etc. Fait que, est-ce qu'il a une progression fulgurante? Oui, mais pas tant que ça, j'ai envie de dire. Tu sais, il n'arrivait pas non plus de nulle part quand tu regardes ce qu'il avait déjà réalisé. Ouais, c'est ça, c'est que je pense que c'était la bonne personne pour en parler de ça, justement, parce que on a passé vite là-dessus en ouverture. On est tombé vite dans le vif du sujet. On avait vraiment hâte de jaser d'FKT. Mais t'es quelqu'un comme ça qui est très multidisciplinaire dans la pratique de la course parce que tu fais de la piste, tu fais de la route, puis tu fais de la trail. Puis là, tu le disais, tu t'en vas faire ton premier ultra au Grand-Duc. Je pense que tu cours en sentier depuis un bon bout. Mais parle-moi un peu de ce parcours un peu diversifié. Puis moi, je trouve ça beau que encore aujourd'hui, tu sembles impliqué dans chacune de ces trois sphères-là, du moins, course sur route, course sur piste, course en sentier. C'est difficile. Aller chercher cet équilibre-là est vraiment complexe, puis cette notion de faire un choix par rapport à ce que tu veux faire aussi est complexe, parce que tu es capable de voir les avantages de chaque chose, puis il y a cette notion de progression aussi qui est associée, où je pense que il faut que tu fasses tes classes no matter what, puis après, tu le transfères d'une façon quelconque. Puis encore là, je dis ça, mais ça dépend de tes attentes et tes objectifs aussi. Tu sais, puis jusqu'à un certain point, il y a des gens que ça intéressera pas de faire ça, puis tant mieux honnêtement, qui fassent que tout le monde fasse ce qu'il aime, puis tout le monde sera content. Mais pour revenir un peu à mon sujet, non, c'est ça. J'ai fait, en fait, c'est ça qui est drôle. Je m'égare, mais c'est correct, on est là pour ça. On a juste pris une bière en plus, ça va bien. Une bière à deux. Une bière à deux. Ouais, d'ailleurs, on va être dû pour un refill bientôt, by the way. Parfait. Mais j'arrive du milieu de l'escrime. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait 13 à 14 ans, 13 ans d'escrime. Puis je suis monté quand même jusqu'à un certain niveau, jusqu'à faire une écœurantite aiguë, puis juste comme un genre de burn-out, si on veut, du sport de haut niveau. À 18, 19 ans, dans ces eaux-là, à peu près, là. Puis, par contre, j'ai toujours été beaucoup fait de plein air, du ski, j'ai toujours comme fait de la rando, fait du canot, kayak, ce genre de choses-là. Puis, je courais un petit peu en side aussi, mais plus d'un point de vue me tenir en forme pour un autre sport. Puis, après des années mouvementées à l'université, on va dire ça comme ça, je me suis dit, crime, ce serait le fun que je me reprenne un petit peu en main, sur ça de même. Puis au-delà de ça, le désir de compétition me manquait. C'est cette notion de performer, de me dépasser. Et par la course à pied, j'ai trouvé ce médium-là. Ça sonne très classique en fin de compte, mais c'est tel qu'il est. Commencer par l'escrime jusqu'à la course, je trouve pas que c'est classique comme ça, parcours. Non, ça je te l'accorde. Mais ceci étant, tu sais, cette notion de recherche de compétition, puis après tu tombes dans le sport d'endurance quand c'est ça. Puis
Par cette passion plein air, j'ai envie de l'appeler, là, de façon très cliché, je suis tombé direct dans la course en sentier et très rapidement dans le milieu en 2014. 2014-2015, j'ai commencé, je me suis impliqué avec le club de trail du coureur nordique à l'époque. J'ai rencontré beaucoup de monde, etc., etc. Puis jusqu'à un certain point, je me suis dit, crime, j'ai du fun, j'aimerais se progresser. Puis de fil en aiguille, la compétition a repris et je voulais continuer de pousser. Et 2016 a été vraiment une année charnière, j'aurais tendance à dire. J'avais à ce moment-là 22 ans. Puis c'est là où je me suis dit, crime, j'ai peut-être pas un avenir, mais j'ai une prédisposition, puis ce serait le fun de voir jusqu'où je suis capable de l'amener, puis vraiment pousser la limite, voir aller où. Puis c'est là où j'ai vraiment commencé à m'entraîner plus sérieusement, j'aurais tendance à dire. Et lors d'un voyage dans l'Ouest, j'ai fait une session dans l'Ouest, dans le cadre de mon bac. Je me suis dit, je vais essayer de faire l'équipe de cross-country à l'Université de Cagliari. Finalement, ça a vraiment bien été, ça s'est super bien passé. J'ai fait des résultats au-dessus de mes attentes. Puis de fil en aiguille, en revenant au Québec, j'ai intégré le Rouge et Or à l'Université Laval. Puis c'est de là que cette progression du trail, c'est petit à petit fait en cross-country et sur la route. Puis en arrivant ici à Laval, c'est, comment je dirais, une powerhouse en anglais, du cross, mais aussi de la course d'endurance point à l'Université Laval. Puis j'ai fait de la piste, mais j'ai toujours eu en arrière de ma tête ce désir de retourner. Dans les sentiers, c'est vraiment là où je trouve mon bonheur, c'est cette notion d'aventure, de sortir dans le bois et de te dire, OK, aujourd'hui, ce que je fais, c'est partir jouer dans les montagnes. Puis tant mieux si je le fais un peu plus vite, tant pis si je le fais un peu moins vite. Puis ultimement, je pense que c'est là, c'est vraiment ce qui différencie, je pense, cette notion course sur route, course sentier, c'est au-delà des temps, au-delà de la vitesse vidée, au-delà du niveau de n'importe qui le pratique, c'est le fait qu'il y en a un que tu vas vraiment chercher comme un gain, si on veut, qui soit psychologique ou physiologique par rapport à ton bien-être, que tu vas aussi aller trouver dans l'autre, la course en sentier. Mais il y en a un qui t'amène vraiment une dimension plus multidisciplinaire, j'aurais tendance à dire, avec l'aventure, le bagage de montagne que tu peux croiser ensuite, tu sais, en ski, que tu peux croiser en escalade, que tu peux croiser, on parlait de la longue randonnée, tu peux tellement venir varier, même avec le vélo. J'ai écouté ton podcast avec Joe Grant, puis lorsqu'il parle de son tour à 49ers, c'est un truc qui est vraiment sympa, puis tu peux rejoindre, tu peux faire de la promotion sur des valeurs. En tout cas, fait qu'il y a différentes façons de le voir. Est-ce que tu as besoin au quotidien de cette... tu dis que c'est difficile d'avoir un équilibre à travers ces trois disciplines-là, mais est-ce que tu en as besoin? As-tu besoin d'aller faire ces séances d'intensité sur piste dans ton quotidien? As-tu besoin d'aller courir sur route dans ton quotidien? Oui. Puis je vais le dire simplement, juste d'un point de vue philosophie d'entraînement, je suis persuadé que tu as besoin de faire des séances de qualité plus spécifiques pour avoir la caisse et que le défi est de le transférer par la suite en sentier. Tu sais, je le cache pas, je suis quelqu'un qui est extrêmement compétitif et que j'ai un désir au-delà de la compétition avec les autres, mais de voir jusqu'où je suis capable de me rendre avec moi-même, aller où ma limite. Puis la façon d'y arriver, c'est de cette façon. Est-ce que c'est nécessaire pour la pratique de tous et chacun? Non. Est-ce que moi, dans ma pratique, pour mon équilibre? Absolument. Ouais, puis c'est le fun d'aller vite. Tu sais, moi, je fais encore mes séances d'intervalle sur route. Même mes séances d'intervalle en côte, quand je vais avoir de quoi d'un petit peu plus structuré, c'est le fun sur route. Tu sais, j'adore le sentier, puis j'ai fait beaucoup de route, fait qu'à un moment donné, j'ai comme un peu perdu de vue mais tu sais, j'ai toujours habité dans des coins urbains. C'est la première fois depuis 3 mois que j'habite ici que, comme je te disais tantôt, avec le petit bois. J'ai 1 kilomètre d'asphalte à faire pour tomber dans un sentier. Mais j'ai toujours vécu dans des milieux urbains, fait que j'ai toujours continué dans ma pratique de la course de trail, de faire de la route, puis il y a de quoi de le fun dans le fait de pousser vite sur piste ou sur asphalte. Moi, j'y retrouve encore un plaisir. C'est différent, puis je peux comprendre les gens qui détestent ça, honnêtement. Parce que jusqu'à un certain point, tu sais, il y a cette notion de monotonie et ça, mais on se lancera, on l'a abordé, là, mais on se lancera pas plus en détail dans ce sujet-là, tant qu'à moi, parce que c'est quelque chose qui a tellement été répété. Ce qui est important de dire par rapport à tout ça, c'est d'aller chercher l'équilibre qui nous permet de s'épanouir. Puis pour moi, cette façon d'avoir cet équilibre-là, c'est de pousser. Ouais.
Puis c'est pour ça que malgré le fait qu'on parle d'aventure, ben on parle aussi de FKT on the side, tu sais. Oui. Et on se le cachera pas. Tu fais pas un FKT quand tu dis ben encore là c'est drôle parce que je réfléchis un peu à voix haute en même temps. Puis tu te dis ok, je fais un FKT, mais ça n'empêche pas aussi de regarder les FKT, Ben oui. puis de découvrir, ok, d'avoir une inspiration sur quel sentier faire, quel genre d'aventure faire, de quelle façon les gens puis potentiellement qui vont vite le font. Et c'est là aussi qui est sympa, tu sais, on recroise avec le monde sentier puis de l'aventure, de dire merde, même en étant peut-être un peu moins vite tout simplement, il y a des façons que je peux vraiment pas apprendre, ça c'est arrogant, j'aurais tendance à dire, mais comment je pourrais l'exprimer de façon adéquate, de planifier, si on veut, des aventures en se basant sur ce qui a été fait. Puis c'est ça qui est sympa, on revient sur le sujet des FKT, de dire que, ok, ton FKT, en fait, c'est une base de référence qui est un peu symbolique jusqu'à un certain point. Tu sais, c'est abstrait, c'est de se dire, ben, de ce panneau-là à ce panneau-là, il y a potentiellement un segment mythique ou symbolique dans lequel des gens vont courir. Ok, fine, jusqu'à un certain point, quelqu'un voit ça de l'extérieur puis dit, c'est crissement hypocrite, là. Désolé, pardon pour le sac, là. Mais t'es comme, bah, c'est ça qui est ça, puis il y a du monde qui enjoy. Mais au-delà de ça, c'est que tu peux dire, c'est une inspiration pour, wow, il y a un sentier à cet endroit-là, ça va nous permettre de découvrir une région, de découvrir les gens autour de cette région-là. J'ai jamais passé autant de temps dans Charlevoix que dans la dernière année parce que justement, j'ai découvert des sentiers là-bas par différents biais. Puis par la même occasion, tu sais, on a découvert avec ma copine des commerces. On a découvert les gens qui opéraient ces commerces-là. Tu sais, on a découvert aussi des gens qui avaient les mêmes passions que nous. Puis il y a tellement de façons de se rejoindre sur divers sujets autres que purement un split en 2 kilomètres. Là. Ouais, puis c'est l'attrait aussi, je pense, du site FKT, au-delà du, comme tu dis, il y a un aspect compétition, mais il y a quand même beaucoup de gens sur ce site-là qui ont aussi la passion de faire connaître un sentier de leur coin de pays, puis qui vont aller faire un chrono qui est très respectable pour un athlète amateur, puis c'est parfait comme ça, mais il y a un attrait de dire, moi, dans mon coin de pays, il y a un sentier mythique que moi, je considère comme symbolique, puis j'ai envie de voir ce que les gens peuvent faire dessus, fait que je vais aller le faire une fois, je vais prendre ma trace GPX, je vais le mettre sur le site, puis je vais le faire connaître comme ça, puis t'arrives sur le site FKT, puis c'est ce qui est le fun, t'as une map avec des dizaines de milliers de petits points rouges, puis tu zoomes sur la carte du monde, puis il y a des FKT un peu partout, là où il y a des humains, il y a des FKT, puis c'est aussi l'attrait, comme tu dis, tu sais, moi, à un moment donné, j'étais content avant qu'on commence que j'étais allé chercher le FKT du Sentier des Poètes à Lens-Saint-Jean. J'avais aucune ambition en ouvrant le site de dire je vais aller chercher un FKT, c'était plus je m'en vais dans ce coin-là pour autre chose. Le but, c'était pas un voyage de trail, mais je me suis dit, avant d'aller voir sur All Trails, qui est une très bonne ressource, mais il y a beaucoup de choses sur All Trails, puis c'est facile de tomber sur un sentier qui a pas été emprunté depuis 10 ans ou qui est sur un terrain privé, tu sais. Alors que sur FKT, normalement, c'est un sentier qui devrait pas être sur des sentiers privés. C'est un sentier qui devrait être accessible d'une quelconque façon, balisé peut-être ou pas. Fait que j'ai ouvert le site, j'ai zoomé, j'ai fait, OK, il y a ce truc-là, puis le chrono, je pense que moi, ça peut me challenger moi qui est pas un coureur rapide, moi qui est sur un tronçon de 21 km, c'est pas là qui est ma force, mais il y a de quoi de le fun qui fait que j'ai un entraînement de très grande qualité ce journée-là parce que j'ai poussé pour aller chercher un chrono clair. X, mais au final, l'objectif, d'aller chercher ce FKT-là était l'objectif 7 dans ma liste, puis avant ça, c'était de découvrir un coin de pays. Je vois que c'est là, je vais l'essayer, j'ai du fun, l'objectif est rempli, puis je pense qu'il y a cette notion-là aussi, tu sais, si vous écoutez, vous avez aucune ambition d'aller chercher un FKT, allez sur le site, regardez les sentiers qui sont là, puis ça va vous donner des maudites bonnes idées. Là. Puis essayez de voir ceux qui sont les plus isolés, parce que parfois ils sont là les joyaux. Plus c'est compliqué de se rendre d'habitude et plus c'est amusant. Exactement. Ouais, puis c'est ça. Il y a cet attrait-là qui est vraiment le fun de faire connaître. Puis tu sais, il y a une notion, tu l'as dit tantôt, le mot symbolique, le mot mythique. Ouais. Il y a une notion un peu dans les FKT quand tu regardes les prérequis pour ajouter un sentier, parce que sur le site, tu peux soumettre une performance, mais tu peux aussi soumettre un sentier. Ouais. Moi, je l'avais fait pour Québec quand je m'étais rendu compte que le sentier de la rivière Saint-Charles, qui était historiquement, la rivière Saint-Charles, c'est une autoroute. J'en parlais avec Olivier Hubert-Benoît que j'avais reçu au podcast. C'est un tronçon mythique. C'était une autoroute à l'époque où les gens pouvaient monter puis se rendre jusqu'au lac Saint-Jean par cette voie-là. Bref, à Québec, il est très bien aménagé. Je me suis rendu compte, merde,
notre rivière Saint-Charles est pas là, puis c'est un sentier qui est bien connu ici, sentier linéaire bien investi. C'est mythique parce que la preuve est, en tout cas c'est symbolique de la parce région, que point. en 2 mois, il y avait 5 ou 6 personnes qui étaient allées chercher des nouveaux chronos. Ça l'a suscité quelque chose, mais c'était ça l'attrait, c'est de me dire, moi, dans ma ville, j'ai bien beau être un fan de trail hyper technique et sauvage et loin. Ce tronçon-là est mythique pour la ville de Québec. Il coupe la ville en 2. Ouais, puis au-delà de ça, l'histoire en arrière du sentier de la rivière Saint-Charles est super sympa parce que c'est un sentier qui cadrait dans les projets de revitalisation des berges de la Saint-Charles. Exact. Puis je sais pas si vous en aviez discuté, désolé, j'ai pas écouté ce podcast-là avec ton ancien invité, mais c'est vraiment fascinant le travail qui a été fait puis l'historique en arrière de ça. Là, je veux dire, c'est un canal en béton où les industries dompaient leurs déchets. Puis il y a eu tout un processus de revitalisation dans les dernières années avec une mise en valeur de ces berges-là. D'ailleurs, un processus qui a aussi été amorcé dans le coin de la rivière Beauport, puis ils le font maintenant au proche de la rivière Cap-Rouge, qui est vraiment une façon de redonner un attrait naturel aux citoyens des quartiers de la ville. Puis, exact. Je dois t'avouer que j'ai un certain biais à parler de ce genre de choses-là, mais d'un point de vue urbaniste, je trouve ça intéressant. Ben oui, puis comme tu dis, ils l'ont fait pour la rivière Saint-Charles, qui est un tronçon de 32 km, puis souvent, beaucoup de gens l'empruntent pour aller s'entraîner à la hauteur de Saint-Roch, Saint-Sauveur, Limoilou. Ouais. Mais si on monte, il y a une belle diversité de sentiers aussi. Ça demeure très roulant, on s'entend. Les ponts de bois. C'est un sentier linéaire, mais il y a des ponts de bois, mais il y a des sections en single track, larges, mais quand même, avec une belle diversité. Mais c'est ça, comme tu le dis, à Québec, en ce moment, on a le parc linéaire de la rivière Beauport maintenant. La rivière, juste à côté ici, la rivière des Roches, pas loin de chez moi, qui ont aménagé exactement comme ça, un truc fait que, tu sais, c'est un beau projet d'urbanisme, mais ça part d'un truc qui est mythique, tu sais, puis quand j'en parlais avec Olivier, c'est que lui avait fait une tentative d'une traversée qui est le sentier des Jésuites, qui est un sentier de 200 km qui termine au lac Saint-Jean, mais que le premier 32 km de ce sentier-là est la rivière Saint-Charles, puis ensuite, ben, ça continue, ça passe dans le parc La Jacques-Cartier, puis Olivier, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a un attrait très historique dans ses projets. Mm-hmm. Il avait établi un FKT aussi qui connectait la gare du Palais à la gare de Rivière-à-Pierre à Québec. Donc, il y a toujours un attrait historique dans sa démarche. Puis moi, ça m'avait beaucoup parlé. Puis c'est suite à cet épisode-là que j'avais fait, hey, je vais aller voir sur le site si la rivière Saint-Charles est là. Et là? Cette grande parenthèse-là, notre hommage à la rivière Saint-Charles, pour dire qu'il y a, dans les critères, il y a l'aspect de symbolisme, il faut que le sentier veuille dire quelque chose. Je peux pas dire, moi, on est devant chez nous en ce moment, je peux pas dire, il y a un bois derrière chez moi, entre la maison rouge et la maison verte, il y a un FKT, puis je vais aller le chercher. Tu sais. Ben, il y a divers critères quand tu regardes, il y a certaines règles et standards, barèmes qui sont supposés être établis par rapport au fait de créer des routes. Il y a cette notion de reproductibilité. J'espère que je l'ai dit correctement. Puis il y a cette notion, donc, comme je viens de le mentionner, mais il y a aussi la notion d'esthétisme. Merci beaucoup. Alors, parenthèse, ce qu'on va boire, c'est corne de brume, exact. C'est une Scotch Ale à 9% qui vient de la brasserie À l'abri de la tempête aux îles de la Madeleine. Donc, on dit bonjour aux gens des îles de la Madeleine. Aux Madeleines. T'es allé dans ce coin-là dans tes vacances? Oui, c'est magnifique. Je le recommande à tous. C'est exceptionnel. Donc, cette pause pendant que Samuel verse les bières n'est pas présentée par le tourisme des îles de la Madeleine, mais on salue quand même les gens des îles de la Madeleine. Et voilà. Merci. D'habitude, c'est moi qui reçois mes invités avec les bières de mes partenaires, mais là, c'est Samuel qui travaille avec sa bière ici, donc ouais, ben à ce moment-là, c'est moi qui vais me mettre à poser les questions. OK, on switch complètement l'entrevue. Exact. Si tu avais à choisir 3 ou 4 sentiers, justement, ou FKT, ou peu importe, tronçons qui, selon toi, valent la peine d'être partagés ici au podcast au Québec. Existant ou pas? Parce que non. Non, existant ou pas. On va mettre le champ large. Parce qu'on s'entend que il y en a des très beaux qui sont là sur le site, il y en a qui le sont pas. Puis on va débattre après s'ils devraient être inscrits. Parfait. Ben je te dirais que je l'ai vu qui a été inscrit, mais personne l'a encore établi, qui est le long tronçon Trans-Charlevoix qui connecte le sentier, la traversée de Charlevoix, qui est un 100 quelques kilomètres que tu avais fait, était sur le crew de Simon-Pierre. Simon-Pierre Leblanc, ouais. Mais la Trans-Charlevoix qui a été ajoutée au site, c'est cette traversée-là, plus le sentier des Caps, plus la Mistachibo. Donc, c'est connecté mes 2 événements trail préférés. Non, je peux pas dire ça, je peux pas avoir de favoris, mais tu connectes l'entièreté de l'UTHC 125 et une partie du QMT.
Si René Morissette et Mathieu Fortin nous écoutent, pourriez-vous confirmer que vous avez jamais fait ce PPD, s'il vous plaît? PPD, c'est une abréviation pour plan pas d'allure. On salue René et Mathieu, parce que ça a été, je sais pas si tu l'as vu sur le site, il est là, le tronçon de Tranche-Charlemagne. Ouais, je l'ai vu, Personne mais il n'y a qui pas de temps l'établit. d'inscrit. J'ai fait cette portion-là en entièreté, pas d'une fois, on s'entend, dans le cadre de l'Ultra Trail Arikana, dans le cadre de mon entraînement personnel et dans le cadre du Québec Méga Trail. Mais ce tronçon-là est complètement fou. Donc, je commence gros avec quelque chose de 200 km, mais ce serait mon premier qui me vient en tête. Ben, Toi? esthétiquement, ça fait du sens, honnêtement, là. Je veux Ben- dire, tu relis d'un pôle, si on veut, jusqu'à la limite étant la rivière Saguenay. Ouais. Fait que ta barrière, elle est là. C'est juste d'un point de vue, d'un point de vue Rivière Saguenay géophysique, à la c'est comme rivière Jean-Larose. quelque chose dans ce style-là. Fait que super intéressant de ce côté-là. Toi? Pendant que je pense à mon deuxième, toi? J'ai un faible pour la traversée de Charlevoix, honnêtement, puis cette région-là. Je pense que c'est un sentier qui a un historique avec la fondation de la traversée de Charlevoix, avec le travail que Dor Fortin avait réalisé dans les dernières années, en fait, pour bâtir le récréo touristique, en fait, dans cette région-là, puis vraiment développer, démocratiser un petit peu plus la randonnée dans cette région. Il y a quelque chose de beau dans la traversée de Charlevoix, puis encore une fois, il y a cette notion de reproductibilité, ça va être le mot difficile à dire de la soirée, où ça fait du sens. Ouais. Tu sais, c'est autant une étape de randonnée que ça peut être un défi personnel, que ça peut être un défi de fast-pack en 2 ou 3 jours. Et ça relie, tu sais, ça fait juste du sens. Et d'un point de vue esthétique, c'est beau. Ça part de la ZEC des Martres, ça coupe par les montagnes de la ZEC des Martres, ça va jusque dans les Hautes-Gorges, ça prend par la ZEC du Lac-aux-Sables, puis ça finit à plus ou moins à la Malbaie. Ah, c'est ça. Ça fait que on ressort de l'Ultra Trail Arikana, tu sais, ils ont un très bon choix de parcours parce qu'ils suivent quasiment en entièreté ce Je vais mettre un sentier-là. bémol, par exemple, dans ce que tu viens de dire là. La traversée de Charlevoix, avec les parcours d'Arikana passent en partie aussi dans le parcours dans les sentiers ski de fond vélo-montagne. Ouais. Pas tout le temps dans les sentiers de randonnée Non, pédestre. effectivement. Ben, la fin surtout, là, Ouais. quand t'arrives au Mont-Grand-Fond. Traversée de Charlevoix, là, au c'est sauvage complet de dans les rideaux. A à Z. De A à Z dans les sentiers de randonnée pédestre, c'est une autre game. C'est supra technique. Ouais, oui. Moi, ça me fait toujours rire. Ma parenthèse, après ça, je te dis mon deuxième qui me vient en Ouais. tête. Ma parenthèse est quelque chose qu'on entend beaucoup. Ah, Arikana, c'est roulant. Arikana, c'est roulant. Je reviens de Arikana il y a quelques semaines, puis j'entendais ça. Ouais, Arikana, c'est roulant. Au moins, le nouveau Saint-Simon, il est technique parce que le reste, c'est roulant. Puis je suis pas d'accord. C'est roulant selon la définition du ratio des plus par kilomètre. Parce que c'est pas un sentier, tu sais, pour un 125 km, 4000 mètres, on s'entend que c'est très challengeant pour la majorité des gens. Si tu compares à d'autres tronçons, d'autres courses, c'est pas énorme. Mais je suis pas d'accord que c'est roulant. Il y a des portions très roulantes, on s'entend. Mais fais le 125 en entièreté, t'as beaucoup plus de sections techniques, sauvages que roulantes. C'est ma parenthèse éditoriale. Est-ce que tu es d'accord? En partie d'accord. OK. Puis je vais m'expliquer, oui, il y a des sentiers. Je pense que tout est une question de perspective versus ce qui se fait ailleurs au Québec. Le sentier est pas dans la moyenne des sentiers techniques. Tu sais, quand tu compares au sentier des Crêtes, par exemple, dans le coin de Herford, quand tu compares à ce qui se faisait dans la vallée Bras-du-Nord, ou même à la Mestachibo, par exemple. Ouais. Tout est une question de perspective, c'est sûr. Je suis entièrement d'accord sur le ratio distance dénivelée pour cet événement-là. Au niveau des sentiers, ça dépend des sections, vraiment. Là. Ben, c'est comme n'importe quoi, mais Ah ouais. il pourrait y avoir vraiment pire. Je pense que en tant que gens qui s'entraînent au Québec, on est le seul endroit où on peut avoir ce débat-là, parce que parle à un Américain de Flagstaff qui est tenté Arikana, puis demande-lui si c'était technique, il va te dire que oui. Ouais, c'est clair. C'est vrai. C'est vrai. Encore une fois, c'est une question de perspective. Voilà. Le deuxième qui me vient en tête, puis ça me permet de te poser la question parce que je me questionnais si ça se qualifiait comme un sentier mythique ou si c'était correct de le faire. Parce que récemment, on a parlé beaucoup du SIA, j'ai reçu des invités qui l'ont fait, le documentaire de Mathieu est sorti, j'ai passé une fin de semaine dans un chalet avec Jérôme qui gérait l'UTHC TV. Bref, on a parlé du SIA avec plein de gens. Est-ce qu'on pourrait mettre le sentier
la réserve phonique de Matane comme FKT. Cette traversée-là, parce que ça semble un mur impénétrable, ou en tout cas, c'est un sentier extrêmement challengeant pour ceux qui font le SIA. Mais je serais curieux de voir les chronos potentiels juste sur ce tronçon-là. D'arriver dans la réserve phonique de Matane avec des jambes fraîches, plutôt que d'arriver avec des jambes qui ont plusieurs kilomètres du SIA. Est-ce que de prendre une track de 650 km qui est le SIA, mais à l'intérieur de ce sentier-là, prendre une portion X de la réserve phonique de Matane pour en faire un tracé, ou à tes yeux, selon les règles FKT, selon la philosophie, peu importe, ça se qualifie pas? Je vais donner mon opinion. Les gens et toi avaient le droit de pas être d'accord, mais je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui, parce qu'il y a une certaine logique de se dire, je traverse la réserve phonique de Matane, point to point. Exact. Puis tant mieux, c'est sur les SIA. Puis ça, tu peux l'observer sur les longues trails américaines. Mais la AT, il me semble que tu as les portions de chaque État. C'est ça, Fait par que t'as exemple. la FKT du, peu importe, du New Hampshire, C'est ça. de la AT. Par contre, je mettrais un bémol là-dessus, c'est de se dire, est-ce que le but de l'exercice, c'est d'avoir un sentier intéressant ou c'est juste de créer un segment pour avoir un split sur autre chose? Mhm. Tu sais, puis ça, je lance la question, j'ai pas la réponse honnêtement. Je trouve ça intéressant, puis il y a plusieurs personnes qui l'ont mis, mais plus sur le parc de la Gaspésie. Ouais. J'aurais tendance à dire que oui, mais encore là, faut-il bien le justifier? Exact. Un peu comme le même été que Mathieu a fait le SIA, il y avait Elliott Cardin qui avait tenté une traversée des Chic-Chocs. Exact. Clairement, c'était pas un objectif de je vais faire qu'une portion du SIA, c'est que c'est une traversée mythique en soi elle-même. Tu traverses les Chic-Chocs, un tronçon de 160 km. Qui comporte ses défis à part entière, etc., etc. Je pense que rendu là, c'est tellement deux choses différentes. Exact. C'est pas prendre, par exemple, la traversée de Charlevoix qui est un point A, un point Z, puis dire, moi, je pars, puis je le fais seulement du split jusqu'à... Tu sais, ça serait pas justifiable, mais comme tu dis, là, le SIA traverse en entièreté des parcs nationaux, des réserves phoniques, des EC, donc de dire l'attrait et de traverser la réserve phonique de Matane pourrait se qualifier. Puis je pense que le style d'effort est vraiment différent aussi. Ouais. Ultimement, tu prendrais, par exemple, là, tu nommais la traversée de Charlevoix, tu dis, bon, la traversée de Charlevoix, imaginons qu'on la découpe. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner des tronçons de 30 kilos sur la traversée de Charlevoix, mais le style d'effort est somme toute relativement similaire à faire l'entièreté. Puis tu peux te poser la question, qu'est-ce que ça me dit? Ou, en tout cas, potentiellement, je suis biaisé, puis quelqu'un d'autre trouverait qu'il y a une symbolique associée à ça, mais de se dire, est-ce que c'est intéressant de faire le tronçon accueil de la ZEC des Martres au Haute-Gorge, par exemple? Rendu là, tu sais, t'es rendu à la moitié, est-ce que tu le fais en totalité? Mais quelqu'un pourrait se dire, ah non, c'est intéressant d'un point de vue esthétique, peut-être. Bon, là-dessus, je serais en opposition, honnêtement. À moins qu'historiquement, on se rende compte, après des recherches, qu'il y a un tronçon X, Y, Z qui est emprunté par exemple, les coureurs des bois de l'époque, C'est ça. entre les Hautes-Gorges et là, pour X raisons. Mais là, ça devient intéressant parce que l'attrait, on s'entend en FKT, pas besoin d'avoir un aspect historique, mais parfois l'aspect symbolique, l'aspect mythique dont on parlait, vient de l'histoire. C'est quand un tronçon est emprunté par des coureurs des bois, ouais. par exemple, Par puis exemple. on a une trace de ça, c'est intéressant. Mais tu pourrais regarder, et là on extrapole, tous les sentiers qu'il y avait, pas les sentiers, pardon, mais tous les tronçons de drave le long des rivières, justement, dans la Mauricie. Tu pourrais imaginer quelque chose qui reprend, par exemple, un sentier de drave. Imaginez un sentier qui partirait genre de Latuc, qui descendrait à Shawi ou à Trois-Rivières ou peu importe, tu sais. Ce serait, tu regardes l'attrait historique en arrière de ça, et je trouve, t'as un bon point, c'est vraiment intéressant aussi. T'as l'impression que, tu le fais pour les raisons que tu veux, mais il y a de quoi de le fun de passer sur quelque chose qui est historique. Je veux dire, j'ai pas parcouru la rivière Saint-Charles en me disant tout le long, waouh, je suis sur l'autoroute du commerce de des années 1600. Mais il y a quelque chose, il y a un attrait, le fun, la recherche qui vient avec ça. Puis là, on s'entend, la rivière Saint-Charles n'a pas besoin de faire de la recherche pour trouver où le tronçon. Il y a du balisage. Mais des fois qu'on voit des tronçons, ce que Olivier me racontait, lui, son sentier des Jésuites, qui était un sentier que tu fais d'hiver en ski de randonnée, il y avait de la recherche historique à faire pour savoir vers où passer. Puis il y a de quoi de vraiment de le fun là-dedans. Puis tu touches à un aspect de planification qui est sympa aussi. Imaginons que tu fasses un projet plus axé sommet.
imaginons toute cette notion d'optimiser ta ligne pour faire en sorte que en anglais c'est peak bagging, que tu vas compléter les divers sommets, par exemple sur une ligne X, mais cette notion de planification et de recherche pour savoir où ta ligne passe afin qu'elle soit la plus courte ou la plus efficace ou la plus esthétique. Je reviens souvent à cette notion d'esthétisme parce qu'elle est, tant qu'à moi, très importante en course en sentier, de te dire, il faut que je réalise quelque chose qui fait du sens et qui a une logique associée à une boucle, par exemple, un aller-retour ou une traversée d'une région géographique quelconque. Ouais. C'est beaucoup associé à la carte, à la notion de cartographie. Et souvent, je trouve que c'est même une des meilleures façons de découvrir. C'est t'ouvres une carte, tu regardes la topographie sur le territoire et tu viens à planifier, potentiellement qu'il y a quelque chose à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là. Puis c'est ça qui peut donner aussi un sens à un sentier versus un autre. Tu sais, tu parlais de la réserve de Matane. La réserve de Matane, tu sur une carte, tu regardes la topographie d'un point A à un point B. Je suis pas mal convaincu que c'est un up puis un down puis tu finis, c'est du point to point. Donc c'est intéressant. Ah, exact. Tu parlais du peak bagging parce que c'est un truc qui est vraiment intéressant je crois pas qu'il y en ait au Québec en ce moment sur le site FKT, mais c'est quelque chose qu'il y a beaucoup au Colorado, beaucoup aux États-Unis. Le plus connu, c'est peut-être le Nolan's 14, qui est 14 sommets au Colorado. Puis ce qui est le fun de ce FKT-là qui a été très populaire dans la pandémie, Sabrina Stanley l'a effectué 2 fois en 2 mois pour aller rechercher le FKT qu'elle avait établi. Au final, c'est de faire 14 sommets, mais il n'y a pas de segment précis parce que justement, ça fait partie du défi sportif, du défi logistique, du défi cartographique qui est de voir c'est quoi la route la plus efficace pour le faire quand l'attrait c'est la vitesse, mais tu regardes les FKT du Nolan's 14, puis il y a des gens que ça leur prend 190 km puis d'autres 160. Le 160 par contre est peut-être dans des zones beaucoup plus sauvages et abruptes, mais ça demeure qu'il y a un attrait très le fun là-dedans dans le fait de t'as 14 sommets à passer. Faut que t'as ton segment GPX au final, si tu veux être homologué, que t'aies été au sommet de 14, mais après ça, tu le lis dans l'ordre que tu veux, selon toi, ta recherche, où ton crew sera. C'est intéressant quand même. Je réinvite Julien Yamba à officialiser enfin sa ligne dans la ZEC des Martres parce que ce serait, de ma connaissance, le premier FKT de ce style-là en mode peak bagging. Puis ce qui est vraiment intéressant de ça, c'est que beaucoup de personnes ont déjà réalisé cette notion de peak bag, de compléter divers sommets sur un seul effort dans cette zone géographique-là qui est la ZEC des Martres. Puis c'est ultra touristique en plus. Le défi des 5 sommets, à chaque année, on voit des gens s'amuser à le faire. Bon, souvent, c'est avec les raids de voiture entre. Ouais. Ça rentre pas dans les FKT. Mais c'est dans la même philosophie quand même de se dire, il y a 5 sommets, puis je trouve la façon la plus simple. OK, on pourrait imaginer à ce moment-là un défi des 5 sommets, human-powered, avec du vélo. Ben oui. Ça, à quel point ce serait incroyable. Je lance une invitation, là. Ouais. Je pense que je paierais une caisse de 24, honnêtement, à quelqu'un qui ferait le défi des 5 sommets. À vélo. En connectant les sommets à vélo. Exact. Parce que Joe Grant me racontait. Insane. Joe Grant, à l'épisode 30, me parlait de son tour des 14ers qui était de connecter les 53 sommets de plus de 14 000 pieds au Colorado. Mais dans son projet, l'attrait était faut que tu montes les 53 sommets, mais entre les sommets, tu fais un peu ce que tu veux. Puis lui avait choisi le vélo. On s'entend que tu peux pas prendre une voiture ou une mobilette, mais lui, c'était en vélo. Fait que c'est un trip de vélo, sommet, redescend le sommet, prend le vélo, s'en va au prochain. Des fois, tu peux enchaîner 3-4 sommets d'un même effort, mais quand tu es rendu au 4e sommet au bout, faut que tu reviennes à ton vélo de toute façon. Il y a de quoi de vraiment intéressant là-dessus. C'est ça, c'est que le FKT, t'as les 3 types dont on parlait tantôt, de autonomie, pas autonomie, peu importe. Mais t'as aussi ces philosophies-là qu'on entend moins parler, puis qu'en ce moment, au Québec, comme tout ce qui se passe en trail, j'en parlais avec Samuel Ouellette, il y a une explosion de popularité de la course en sentier typique de je m'inscris à une course, je mets un dossard, je cours. Exact. Mais on l'a vu aussi avec les FKT. J'ai l'impression que cette année, il y a plein de nouveaux segments qui sont arrivés, plein de personnes qui sont ajoutées sur ce site-là. Fait que nécessairement, ça va gagner en popularité. Puis je trouve ça important. Je dis pas avec notre épisode, Samuel, on va rejoindre toutes les personnes potentielles de faire des FKT, mais de parler de cette philosophie-là, que tu peux pas simplement
Ben, tu peux, mais est-ce que ça va être homologué de dire, bon, ben, il y a le relais pas loin de chez moi, ici, au lac Beauport. Sam, on va aller faire une boucle up and down, puis on va inscrire un FKT de 3 km et 200 mètres de D+. Tu sais, c'est pas ça l'attrait. C'est de parler, c'est ça, de la philosophie derrière le FKT, puis parler des options. Le peak bagging, le vélo. Tu sais, il y a deux points que j'aimerais amener. Le premier point, c'est cette notion d'aventure. Tu sais, c'est toujours cette notion soit d'aventure, soit de repousser une limite. Puis ce qui est intéressant avec le concept FKT, puis on répète beaucoup ce mot-là, c'est que c'est toi qui en décides les paramètres. Donc, tu as besoin de rien d'autre que ton cerveau et tes jambes, en gros, puis souvent l'aide de tes pairs, pour réaliser un effort que tu planifies dans des paramètres définis, mais que tu contrôles. On va dire ça comme ça. Tu sais, tu choisis ta journée, tu choisis de la façon dont tu le fais. Donc, je trouve que c'est vraiment la façon quasi optimale d'aller chercher le meilleur de soi-même, peu importe le niveau de la personne, parce que tu es maître de tout ce que tu fais. Exact. Et tu contrôles un peu plus de paramètres. En fait, tu contrôles tous les paramètres. Ouais. Sauf ton point A, ton point B et le sentier que tu vas pratiquer dans la majorité des cas. Mais comme tu le disais, après, tu peux optimiser ta ligne dépendant de ce que tu fais. Fait que même la cartographie elle-même, le segment lui-même peut être variable. Mais ça, c'est vraiment génial parce que ça enlève cette notion de compétition avec les autres qui souvent fait beaucoup de tort à certaines personnes. Puis de se dire, je suis livré seul avec moi-même dans un environnement que j'ai choisi d'être, ben, il y a une forme d'épanouissement là-dedans, je pense, qui est vraiment intéressante pour n'importe qui. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point que je voulais amener, c'est cette notion de l'explosion des FKT. Ben, c'est sûr qu'il y a un point de vue circonstanciel où tu te rends compte que ben, dans les dernières années, le nombre d'opportunités pour avoir des courses organisées ben, a été plutôt limité. Bon, ceci étant, les gens, et je m'inclus là-dedans, ont recherché des façons justement de pouvoir continuer d'avoir des projets stimulants, motivants, dans lesquels, encore une fois, on vient s'épanouir. Puis ça, c'est une forme, encore une fois, d'aventure dans lequel tu es capable de trouver un certain plaisir, où tu décides, voici le carré de sable dans lequel je vais jouer, mais je fais ce que je veux dans ce carré de sable. Ouais. Fait que ça, je trouve cette notion-là de flexibilité, quasiment de liberté, associée à, bon, voici ce qu'il y a autour de chez moi, voilà comment je vais le découvrir, puis la façon que je décide d'en faire. Ouais, super intéressant. Puis comme tu dis, on l'a vu vraiment avec la pandémie à l'échelle internationale. Tu sais, les FKT, les gens ceux qui voulaient y retirer la compétition, ben ils ont trouvé leur compte. Mais ceux qui ont voulu y retirer juste le plaisir d'aller faire des sentiers, ben c'est là, c'est présent. Puis encore là, l'attrait peut être de juste regarder la cartographie puis te rendre compte que tu as un sentier mythique, symbolique, à 1 heure de chez toi. Ah, c'est clair. Le dimanche prochain, tu vas le faire en autonomie, pas en autonomie, puis avec aucun objectif de temps. Fait qu'au final, ton nom sera pas sur le site FKT, mais le site FKT va t'avoir permis de trouver un sentier symbolique que tu ne connaissais pas ou que tu redécouvres. C'est vraiment intéressant. Puis ça m'amène à, c'est quoi ton 3e sentier que tu mettrais? Et toi, tu m'en as pas encore dit ton 2e. C'est vrai, t'as raison. En plus, j'ai failli chercher un échappatoire, mais je l'ai pas trouvé. Pendant que tu dis ton 2e, je vais aller nous refiler. Ben, j'aurais tendance à dire que mon 2e FKT, je pense, ça va être le Tour de l'île d'Orléans. Le Tour de l'île d'Orléans pour plusieurs raisons. Première raison, parce que c'est le tronçon. C'est un tronçon qui est dans l'imaginaire de la communauté de course de la ville de Québec depuis quand même très longtemps. Par la suite, c'est un parcours. Désolé, je finissais ma gorgée, il y a un refill qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on boit, parenthèse? On y va avec une limoilloise, tant qu'à choisir une microbrasserie locale, une pale ale anglaise à 5%, donc merci à la souche. Merci la souche. Je laisse poursuivre. Ouais, donc c'est ça. Par la suite, le fait qu'il y ait une proximité avec la ville de Québec et que ça fasse un petit moment que ce soit dans l'imaginaire, veut pas, c'est compétitif. Puis personnellement, j'y trouve un certain attrait là-dedans, de dire ok, c'est quelque chose, tu sais. En fait, c'est du côté des hommes, c'est Jean-François Cochon en 4 heures et des bananes, c'est 4,15 de moyenne sur 67 bornes. C'est excuse-moi l'expression, mais c'est plus de la marche là.
c'est extrêmement rapide parce que je l'avais raconté ici, tu sais, Guillaume Barry, Charles Castonguay avaient établi un temps ensemble parce qu'il y a cet attrait-là aussi qui est le fun, on n'a pas parlé, ou on a peu parlé, mais tu peux établir des FKT en équipe, mixed gender ou homme-homme, fille-fille, peu importe, mais tu as aussi les catégories mixed gender, ou un homme court avec une femme, bref, il y a plein de trucs, mais tu peux établir ton truc en duo. Dans le cas de Guillaume et Charles, ils ont établi un FKT, ils ont battu celui de Jasmin. Et là, Jeff est arrivé puis il a retranché beaucoup de temps un record de 2 gars très rapides, on s'entend, là. Ouais. Il est pas allé chercher un record à Yannick Vézina sur le parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles. Donne-toi un peu plus de crédit que ça, s'il te plaît. Je suis très fier de mon temps pour l'avoir mis là-dessus. Bon, le roulant et le rapide, c'est pas ma spécialité. Mais bref, il est allé retrancher beaucoup de temps à 2 gars extrêmement rapides. Donc, la prochaine personne qui va tenter d'aller chercher le record de Jeff sur l'île d'Orléans devra attacher sa tuque avec de la broche. Puis bien calculer ses vents. Oui, c'est ça, hein. C'est surtout, il y a beaucoup de ça. Calcul de paramètres, contrôle des paramètres. Contrôle des paramètres, tu sais, c'est comme, jusqu'à un certain point, c'est génial parce que dans une aventure, t'essayes, toutes les variables que t'es en mesure de contrôler, tu viens les contrôler, puis ça réduit les choses que tu vas pas pouvoir anticiper. Les aléas d'une aventure, ils arrivent puis tu t'adaptes. Par contre, s'il y a des trucs à la base que tu es capable d'avoir en tête puis tu dis bon, ça comment je le fais, t'essaies de trouver une solution d'avance au lieu de te dire on verra rendu là. Ouais. Parce que tu sais pertinemment qu'il y a des trucs qui vont foirer no matter what. Exact. Fait que pour revenir à l'île d'Orléans, un autre truc qui est sympa avec l'île, c'est parfait d'un point de vue logique. C'est le tour d'une île connue, populaire, très jolie, avec, comment je dirais, un cachet vraiment sympathique, d'une façon parfaite de cette route-là. Et mon dernier point par rapport au tour de l'île d'Orléans, c'est que c'est vraiment le segment, tant qu'à moi, qui a lancé le bal un peu des ultras sur route, ou tout du moins des segments d'ultras sur route au Québec, qui demeure encore une discipline assez méconnue. Mm-hmm. En fait, j'allais t'amener exactement là, même avant que tu mentionnes le tour de l'île, j'allais te poser la question. La route là-dedans, parce que depuis tantôt on parle de sentiers en forêt, roulant ou pas, ça se qualifie pour un FKT, des ascensions de montagne, il y a des FKT de vélo et escalade. Mais la route, on a vu le tour de l'île d'Orléans qui est sur le site depuis 2019, je crois, 2020. Ouais. Il y a le tour de l'île de Montréal, le tour de l'île de Laval. Tous des sentiers, en fait, tous des tronçons qui sont sur route. Donc, la route se qualifie pour un FKT. Bien sûr. Bien sûr. À partir du moment, tu sais, le principe est le même. Faut que mais je pense que sur route, l'importance d'avoir une logique en arrière est d'autant plus importante parce que, tu utilises, c'est difficile à qualifier. Je cherche les termes appropriés, mais en fait, c'est que j'ai l'impression que sur route, il y a beaucoup plus de possibilités en milieu urbain, donc n'importe quel tronçon pourrait devenir un FKT. Je pourrais dire, moi, je pars de Mont-Saint-Anne, je me rends à Bois-Châtel. Exact. Puis c'est un segment, non, à moins que tu nous trouves une valeur historique à ça, une signification. Ouais. Le tour de l'île d'Orléans, je veux dire, c'est mythique, je veux dire, c'est connu depuis toujours. Les gens de la région de Québec, moi, mes grands-parents, chaque année, une fois par année, vont faire le tour de l'île d'Orléans en voiture. Ça fait partie de leur tradition depuis 30 ans. C'est mythique dans la province de Québec, la région de Québec particulièrement. Le tour des vignobles à vélo. Oui, Félix Leclerc chantait 40 000 de route tranquille. Je pense que je suis en train de passer la hache dans la vraie phrase qu'il dit, mais Félix Leclerc, qui était natif de l'île d'Orléans, qui vivait à l'île d'Orléans, avait une magnifique façon de dire que c'était 40 000 de... Je pourrais pas t'aider malheureusement là-dessus. C'est le route qui est pas le bon. Les gens, écrivez-moi pour me dire ce que je manque Ma culture québécoise est pas assez à point, visiblement. 40 000 de route tranquille, mais c'est pas le mot route. Bref. Donc, c'était au numéro 2. Là, faut que je trouve un numéro 3. Ouais, exact. Mais on est quand même bien... on est rendu à un point dans notre soirée où on fait référence à Félix Leclerc, j'apprécie. Voilà, c'est une première après 60 et plus épisodes qu'on parle de Félix Leclerc. T'es rendu à combien d'épisodes, by the way? En fait, aujourd'hui, tu vas être le 61e. Crème. Donc, ça se passe très bien. Génial, félicitations, c'est très merci. cool. Merci beaucoup. Puis, je vais en profiter pour te faire un petit... quand même des félicitations parce que c'est... je trouve ça vraiment sympa
les divers médiums pour démocratiser puis un peu populariser la course en sentier au Québec, puis qu'ils le font de façon à inviter une diversité de personnes, pas toujours les mêmes gens. Je trouve ça vraiment cool parce que ça permet d'en apprendre plus. Puis good job là-dessus. Ben merci. C'était l'objectif en partant le projet, c'était de se dire oui, on va inviter les gens que les gens veulent entendre, les athlètes qu'on connaît un peu plus, puis c'est parfait. Mais il faut amener de la diversité là-dedans. Puis c'est à tous les niveaux la diversité, mais dans les profils aussi, ne pas que parler à des athlètes élites ou ne pas que parler aux gens qui ont un following sur les médias sociaux, on s'en fout complètement. Le but est de parler aux gens qui font partie de la communauté. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a pas si longtemps, on m'a demandé, tu penses que tu as fait ça combien de temps? Tu sais, à un moment donné, c'est une petite communauté, tu vas finir par manquer de monde. Je suis comme, non, c'est impossible. Chaque personne a son histoire, a son expertise, exact. a sa chose à amener. Ma question pour toi à ce moment-là, c'est est-ce que tu sens qu'au fil de toutes ces entrevues que tu fais avec tes divers auditeurs, tu viens chercher une certaine forme de potentiellement de créativité, mais d'entrevue en entrevue, tu évolues dans ta façon peut-être de poser les questions ou de développer cette façon-là de faire avancer les entrevues ou de les amener? Ben, je pense définitivement. Puis c'est ce qui fait que c'est jamais redondant d'une entrevue à l'autre parce que chaque personne a sa couleur, chaque personne a son approche, chaque personne a son niveau de gêne. Tu sais, des fois, les gens, après ma barre, on voit qu'ils sont très gênés, mais dès que la conversation part, puis on tombe sur des sujets qui les passionnent, boum, le filtre part, puis les gens deviennent verbomoteurs. D'autres, c'est plus difficile, puis je dis pas ça d'une manière négative. Tu sais, moi-même, dans la vie, je suis quelqu'un de gêné, puis j'ai appris à vivre en société, puis de devoir passer par-dessus ça. Mais chaque personne a sa couleur, a son approche, puis j'aime le fait, plus ça va, plus je me surprends parce qu'à chaque fois, tu prépares une entrevue. Tu sais, je le dis souvent, je prépare très peu mes entrevues parce que j'aime mieux m'imprégner de ce que les gens ont fait. Je vais écouter s'ils ont fait d'autres podcasts, je vais lire s'ils ont écrit des billets de blog, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils font. Mais après ça, c'est dans des tiroirs dans ma tête, puis après ça, la conversation va naturellement quelque part. Puis des fois, je me sers de « Ah oui, j'ai vu que tu as fait Bromont en 2016, parle-moi-en. » Puis on va vers là, mais je vais pas me préparer puis me dire « Ah, faut que je parle de son Bromont en 2016. » Puis je me permets de te mettre encore un peu on the spot présentement parce que j'apprends beaucoup de tes réponses, mais est-ce que cette façon d'utiliser un micro pour exprimer puis pour tes idées premièrement, puis de faire exprimer les idées des autres, c'est aussi une façon plus facilitante de corriger, pas de corriger, excuse-moi, le terme est loin d'être approprié, mais de faire parler pas cette timidité, mais peut-être ce côté plus introverti. Ouais, je pense que oui. Puis je pense que moi, si je regarde dans la vie les gens, tu sais, je suis beaucoup dans l'exemple, tu sais, je regarde ce que les gens font, puis je m'inspire des gens qui, eux, m'inspirent. Puis les meilleurs intervieweurs que je trouve, c'est les gens qui ont beaucoup d'écoute et peu de... Tu sais, qui sont pas centrés sur eux. Mm-hmm. Que dans leur entrevue, ce qu'ils veulent faire ressortir, c'est pur, puis c'est l'invité. Tu sais, oui, c'est sûr que je veux dire, quelqu'un qui écoute les 61 épisodes finit par me connaître, puis je trouve ça très drôle quand j'arrive dans une course parce que je suis pas du tout habitué à ça, qu'on me dise bonjour, puis ma première réponse, c'est toujours « On se connaît de où? » Ah, ben, je t'écoute. Who are you? OK. Mais avec le temps, c'est sûr que dans une conversation, je finis par parler de moi, mais c'est pas du tout l'attrait, puis moi, ça me met vraiment mal à l'aise d'être on the spot. Ça me met vraiment mal à l'aise de devoir raconter mes histoires ou peu importe. Fait que ça se fait naturellement dans le cadre d'une discussion. Fait que à force, après 61 épisodes, je pense que les gens commencent à connaître certaines de mes anecdotes, certaines des facettes de ma vie. Mais c'est pas du tout l'attrait. Tu sais, je me rappelle, moi, quand j'ai commencé en trail en 2017-2018, mais surtout en 2019, quand je suis commencé à entrer dans le monde de la trail au Québec, en faisant plusieurs événements, tu sais, j'avais été choisi comme ambassadeur Ravito Trail. OK. J'ai fait 3-4 récits de course. Puis à un moment donné, j'étais comme j'avais plus rien à dire parce que ça se répète. Ben ça se répète, puis à moins qu'il se passe quelque chose d'abracadabrant, il y a des courses où t'as rien à raconter. Puis rapidement, je me suis mis à faire des articles de blog, mais sur mes livres préférés, puis mes documentaires préférés, puis à un moment donné, ça s'est un peu estompé, puis le podcast arrive au même moment, puis j'ai l'impression que là, c'est un puits sans fond, alors que j'ai eu beaucoup de fun à faire des récits de course. Dans la vie, mon background est artistique,
je suis rédacteur à la base, rédacteur publicitaire avant de devenir ce que je suis aujourd'hui, mais l'écriture a toujours été une partie de moi. Mhm. Puis j'étais arrivé vraiment vite au bout des choses d'un point de vue de course, alors que le podcast, ben c'est infini. Tu sais. Réécris-tu parfois des éléments de podcast que tu fais ou des choses que les gens disent ou des idées pour les creuser un petit peu plus, peut-être dans un podcast suivant? Non, mais je réécoute toutes mes entrevues. Pas par plaisir de me réécouter, parce que c'est toujours bizarre de s'entendre. Ouais, c'est très spécial. Mais chaque épisode que j'enregistre, avant de le mettre en ondes, je le réécoute pour plein de raisons qui sont beaucoup plus techniques qu'autre chose. Mais moi, je veux que la qualité de son soit la meilleure possible. Dans le cas où, quand dans un face-à-face comme en ce moment, c'est hyper facile. Tu sais. J'ai 2 micros, j'ai un ordi qui enregistre, mais avec Zoom et tout, ça amène son lot de défis techniques. Fait que je veux m'assurer d'enlever des éléments d'arrière-plan, des sons ambiants, peu importe. Mais je réécoute tout. Puis c'est là que ce qui fait que je peux faire des liens avec les épisodes suivants. Tu sais, je vais me rappeler des brides d'entrevue, mais en le réécoutant, ça prend plus de temps, nécessairement. Donc, ça rentre plus profondément dans ma tête. Fait qu'après ça, c'est facile de faire des liens, puis de jaser avec un prochain invité, puis de dire « Ah oui, un tel m'a dit ça à l'épisode X. » Ben, j'ai pas vécu cette conversation-là seulement dans le moment. Tu sais. Je l'ai vécu dans le moment, puis je l'ai réécouté. Puis tu te réimprègnes finalement aussi par la suite. C'est intéressant. Tu sais, c'est pas l'objectif, mais ça le fait nécessairement. Là. OK. Puis je prends des notes. Des fois, c'est plus pour moi, mes propres stratégies de course, mes propres préparations. Tu réécoutes, tu fais « Hey, ce qu'il dit, c'est vraiment vrai. » Je me le prends en note. T'sais. Il est pas si fou finalement dans toutes ces histoires. Il est pas si fou celui-là finalement dans toutes ces histoires abracadabrantes. Exact. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours des choses à apprendre de chaque personne. C'est pas pire finalement, parce qu'en fait, t'as épuisé tes histoires abracadabrantes pour aller épuiser dans celles de tout le monde. Exact. Moi, au bout d'une saison de course, j'avais plus rien à dire sur mes courses. Par contre, avec le balado, ben, c'est ce qui est le fun. Puis on peut aller plus loin on peut partir sur des sujets, tu sais. C'est un peu champ gauche, l'épisode que j'ai fait avec Samuel Ouellette des HEC Montréal. C'est complètement différent de ce que j'ai fait, mais c'est venu combler un besoin peut-être différent des gens de comprendre un peu plus vers où notre sport s'en allait à travers la loupe d'un expert, tu sais, quelqu'un qui sa job dans la vie d'analyser les statistiques, de voir des chiffres dans des colonnes, puis de voir l'évolution d'un sport à travers des chiffres. Nous, on le sent, c'est palpable. Tu sais, dans un événement de course, tu vois que ça grandit en popularité. Tu sais. Mais après ça, t'as quelqu'un qui arrive avec des chiffres pour le supporter. Bref, on est rendu loin. C'est beaucoup de temps pour que je puisse penser à mon 3e segment. Je te donnais une marge de manœuvre, c'est pour ça. Ben moi, en fait, je sais pas ce serait quoi le sentier précis. Et moi, mes parents sont dans les Monts-Valin. Ouais. Au Parc national des Monts-Valin. Donc, eux, on a un chalet juste un petit peu à côté du Parc national. Puis à chaque année, ben on va faire tant qu'aller au chalet, on va aller au Parc national des Monts-Valin parce que c'est un petit joyau, cette place-là. Tu sais, j'ai l'impression que c'est peu connu comme parc national. C'est connu par les gens du coin. Ouais. Mais parle à Québec, à Montréal, dans les grands centres, parle des Monts-Valin. C'est connu pour le ski et la motoneige, en gros. Exact. Parce que c'est le paradis de la motoneige, parce qu'il y a de la neige là-bas. C'est fou. Sans bon sens, tu sais. Mais dans les Monts-Valin, il y a le Parc national des Monts-Valin géré par la CEPAC. Puis c'est très... C'est brutal là-bas, les montagnes. Là. C'est des pics à quasiment 1000 mètres, ce qu'on n'est pas habitué au Québec. Il y a des pics, pic du Buc et tout, c'est 980 mètres, pic de la tête de chien et tout. Puis il y a vraiment un tronçon le fun à faire là. Donc, j'invite quelqu'un du coin parce que, en fait, j'ai pensé le faire puis je me suis dit, moi, je vais là une fois par année m'entraîner ou faire une randonnée avec mes parents et ma blonde. C'est pas mon terrain de jeu. C'est pas à moi d'ajouter le sentier qui est mythique parce que je suis allé quelques fois, c'est tout. Mais j'invite quelqu'un de la région, quelqu'un du Saguenay, qui s'entraîne là régulièrement. Ouais. Kim Godet, je sais que t'écoutes, puis je sais que tu t'entraînes là. Il y a quelque chose à faire comme parcours, comme segment, pour toucher à tous les pics. Faut qu'on fasse attention, on commence à mettre beaucoup de gens de spot. Ouais, hein, c'est un épisode où on met les jambes de spot. Ouais, c'est ça, on va se faire lancer des rushs. Mais non, Kim va être contente de la mention parce que je l'invite à aller mettre un segment là, mais Kim, by the way, qui a remporté le QMT 110, donc on la félicite. Félicitations. Donc, ouais, c'est ça, j'ai vraiment eu une retenue. J'y ai pensé pendant une bride de secondes, je me suis dit, hey, je m'en vais le faire, y a-tu un segment que je pourrais ajouter? Puis j'ai fait, non, c'est pas ma place. T'sais. C'est pas mon terrain de jeu. Je me sentirais un peu pas à ma place de choisir un sentier pour un gars qui est allé là 3 fois dans sa vie plutôt que quelqu'un qui s'entraîne là quotidiennement. Moi, le Parc national de la Jacques-Cartier, je connais les tronçons par cœur. Est-ce que tu vas être au Trail du Grand-Duc? Non, pas cette année. Voyons, ça fait une belle récupération de BU, ça. Un petit recovery jog de 30 kilos 4 semaines plus tard. Ouais, pourquoi 3 pas? semaines.
Ça me je sais semble pas dans une quel excellente idée. on dirait que je suis pas sûr. Fait que moi, quelque chose dans le parc national des Monts-Valin serait mon troisième, puis j'invite quelqu'un du coin à le faire. Toi, on t'emmène sur ton troisième, après ça, on continuera sur d'autres sujets, mais ton troisième FKT? Ben en fait, un peu comme toi, c'est pas un FKT, puis ce sera pas à moi d'ajouter la route, mais ce serait les Monts Groux. Les monts? Les Monts Groux. OK. La traversée des Monts Groux, en fait. Ce sont des montagnes à 2 ou 3 heures au nord de Bécomo, les monts Wapishka. Ce sont des pics au-dessus de 1000 mètres. Wow. Puis il y a une traversée d'environ 45-50 kilos dans les Monts Groux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que t'as pas de sentier pour faire la traversée. Ce sont des zones marécageuses en bas. Ce sont des sommets boréales en haut. Et il y a de la mouche en maudit. Il y a de la mouche en maudit. Genre, assez de mouches pour te dire qu'il y a des mois dans l'année où les gens ne la font juste pas, même avec des nets. Ah ouais? C'est complètement fou. Par contre, les points de vue en haut ont l'air absolument magnifiques. Il y a la page Facebook Les Amis des Monts Groux, où beaucoup de gens partagent leurs récits de traversée. C'est vraiment un secteur de randonnée. Je ne sais pas si des gens l'ont déjà effectué à la course d'une façon quelconque. Peut-être en mode fast-pack, il y a quand même un certain élément de danger et de planification qui est vraiment importante. Dans un tel projet, ça prend des connaissances en navigation aussi. Mais ultimement, pour quelqu'un, puis là je le mets avec un gros bémol parce que je vais ouvrir une autre parenthèse. La démocratisation du sport et des montagnes a aussi amené son lot de non-préparation et d'accidents. Mm-hmm. Donc, j'invite potentiellement les gens à aller faire ce genre d'aventure-là, mais de s'assurer d'être adéquatement préparé. C'est mon gros bémol. Quitte à prendre un guide, parce que vous êtes mieux de payer 200 ou 300 $ pour prendre un guide, puis le faire sur le sens du monde, puis dans un contexte où vous avez un certain, comment je dirais, pas filet de sécurité, mais d'avoir une expérience agréable versus devoir être sorti en hélico pour au-dessus de 5000 $. Voilà. Puis occasionner aussi une mauvaise réputation et tout ce qui incombe de ça. Voilà, je ferme ma parenthèse. Mais c'est un bon point, puis tu sais, je peux référer aussi les gens à Philippe Deshôtels, que j'ai reçu à l'épisode 9, qui est un gars qui a été le premier qui m'a approché en me disant « Hey, il y a pas assez de personnes qui parlent de FKT au Québec, moi j'en ai fait, j'en ai établi et tout. » Puis le gars, il a vraiment une approche très autonomie, donc préparation, logistique, donc équipement. Il est très, très intéressant. Je pense qu'il a fait des questions-réponses sur Facebook Live. C'est un gars qui hésite pas à partager son expertise. Puis il parlait beaucoup de ça. T'sais. C'est pas parce que vous avez un filtre Salomon pour une flasque que vous pouvez prendre de l'eau de n'importe où. T'sais. Si c'est un ruisseau qui passe dans une fosse septique, puis qu'ensuite passe près du sentier, ta flasque, elle fera pas grand-chose. T'sais. Nope. Mais puis ce qui est fou en plus, c'est que d'aller chercher un niveau de préparation est pas si compliqué que ça. Tu sais, il suffit de se renseigner, il suffit à la limite de faire 1 ou 2 formations nécessaires et, comment dirais-je, utiles à ce genre de projet-là, mais qui fait en sorte que, on augmente son bagage de compétences en montagne, ce qui, ultimement, est vraiment épanouissant, puis il nous permet donc par la suite de continuer de creuser nos aventures, mais aussi ça amène une notion de sécurité qui peut faire toute la différence. Mais pour revenir au Mont Groux, puis ça va être un peu mon mot de la fin là-dessus, c'est que ça a l'air d'être une région magnifique à découvrir avec la préparation adéquate. Et je mettrais un dernier astérix là-dessus, c'est de faire attention de pas se précipiter dans ce genre de milieu-là non plus, parce que ce sont des milieux fragiles où la régénération de la flore se fait très, très, très lentement. Et on a pu l'observer dans les dernières années avec la démocratisation de la montagne, du plein air, ce genre de choses-là, que les écosystèmes ont une capacité de charge limitée et qu'il y a beaucoup de destruction présentement. Ouais, mais on n'a qu'à penser à Québec. Le Mont-Wright, il y a un groupe de bénévoles qui fait beaucoup, beaucoup de temps pour ça, mais ça reste qu'il y a une population énorme qui passe là, donc les sentiers sont abîmés. Puis au moins là, il y a des bénévoles qui l'entretiennent, puis maintenant ils ont ajouté un prix d'entrée et tout ça.
Mais la boucle de la station à Stoneham, qui était Oh my god, c'est ravagé. une boucle mythique pour les gens de la région qui s'entraînent parce que c'est un 9 km, 600 mètres de D+, très challengeant. Ah, puis c'est juste le fun. Tu sors en 25 minutes du centre-ville, t'es à la montagne. Puis c'est un magnifique sentier, tu sais, il y a des grosses difficultés, mais il est complètement ravagé. Là. Ah, ça n'a pas de sens, ça. C'est pathétique. Là. Je pense que l'année de la pandémie a comme donné son... C'est déjà un peu magané, mais l'année de la pandémie avec le gain en popularité du plein air et tout, il y a plein de bons côtés à ça, mais ça a complètement démoli ce sentier-là. Là. Et d'un certain point de vue, c'est un peu ambigu de critiquer cette... comme c'est loin d'être ambigu de critiquer une destruction d'un écosystème. Mais c'est difficile de critiquer le fait que les gens sont actifs dehors. Tout à fait. Fait que c'est un couteau à double tranchant et une pente très glissante dans laquelle on s'engage peut-être présentement, Yannick. Ouais. Mais je pense que c'est de comprendre la motivation initiale, puis c'est cool. Comme tu dis, les gens vont plus dehors. Les gens achètent des appareils de course puis vont se mettre à la course. Les gens bougent, c'est très bon pour notre société. Mais je pense que comme n'importe quoi, il y a une éthique qui vient avec ça. Tu sais, quand tu te nages au golf, moi quand j'étais jeune, puis mon père m'a amené la première fois sur un golf, il m'a dit ici il y a des règles, des choses que tu n'as pas vécues en société ailleurs. Ici, quand la balle est sur le green, puis il y a le trou, tu mets pas ton pied dans la ligne. La ligne où la balle va passer quand on va le vapoter, tu mets pas ton pied là. C'est silence quand les gens frappent. Bref, il y a plein de codes d'éthique pour n'importe quel sport. Ben, c'est pareil pour la course entre elles. Puis l'année passée, j'ai vu beaucoup d'éducation se faire, parfois de manière très diplomate, parfois non. Quand en avril, on a vu les gens sur les courses de trail dire « Hey, je suis allé à Boucle de la Station, c'était malade. Hey, tel sentier. » Tu sais, au moment de du dégel des sentiers. Mais les gens savent pas, mais je pense qu'il y a de l'éducation à faire. Puis répétons-le, les gens qui écoutent en ce moment, qui vont vivre peut-être leur premier printemps de course l'automne prochain, au printemps prochain, il y a un moment où on peut pas aller dans le sentier. Ça détruit complètement nos sentiers d'y aller dans la période de la fonte. Quand tes pieds calent puis atteignent le fond du sentier, c'est pas bon signe, tu sais. Donc, c'est de l'éducation à faire, c'est de l'éthique à faire, tu sais. La règle du leave no trace, c'est Ouais. aussi facile que ça. En thru-hike, en longue randonnée, c'est la règle de base. Leave no trace, c'est aussi simple que ça. Ouais. Puis c'est... Je déblatérerai pas là-dessus par la suite. Ben, ça peut pas être plus clair que ça. C'est ça, exact. Fait que voilà, les Montgrou, j'aurais tendance à dire, ça a l'air plus qu'exceptionnel comme endroit. Ben, j'ai aimé ton jeu. On nomme chacun des FKT, puis ça nous a mené sur plein de sujets parallèles, des parenthèses de parenthèses, puis on s'est éloigné, on est revenu à notre top 3, puis on a lancé des défis à plein de monde. Puis hopefully, ça a donné des idées aussi, tout simplement, là, de se dire ah, c'est vrai, à côté de chez moi, il y a ça. Exact. Je devrais l'essayer, je devrais linker. Tu sais, j'ai souvent entendu parler dans la région de Québec cette notion de relier tous les sommets de la région, genre Stoneham, Relais, Mont-Sainte-Anne, massif à la limite, de les relier en vélo puis de le faire à la course par la suite. Là. Ouais. Ça, c'est des idées que j'ai souvent entendues. Là. Ça peut se faire. Ouais. Très intéressant. Avant qu'on se laisse, moi, il y a quand même quelque chose que je voulais te poser comme question, parce qu'on l'a dit, tu pratiques le sport sur piste, sur route, en sentier. Tu as des FKT. Tu vas participer à ton premier ultra dans quelques semaines au Grand-Duc. C'est quoi tes projets dont tu peux parler à court terme, moyen terme, pour les années à venir? Je vais être très transparent. Le plan initial était de faire le marathon de Valence en Espagne le 5 décembre prochain. OK. J'avais réussi à avoir une inscription. Toutefois, je doute que ça se réalise. Pour plusieurs raisons. La première raison étant, je sens que mon niveau de forme n'est pas adéquat présentement, ou tout du moins, il n'est pas là où j'aimerais qu'il soit avant d'entamer le gros d'une préparation marathon sur route pour faire les objectifs que je me fixe. Mm-hmm. L'autre raison, c'est le contexte sanitaire qui est difficile. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément un choix d'approprié d'aller en Espagne au mois de décembre. Ceci étant, il y a plusieurs options qui sont sur la table, peut-être en backup si Valence ne se passe pas. Il y aurait de retourner au marathon de Houston. OK. Je l'ai fait en 2020. Donc ça pourrait être intéressant de retourner là. Je jongle aussi avec l'idée de potentiellement aller faire un trail compétitif aux États-Unis cet hiver. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'incertitudes. En ce moment, je suis
je me sens un peu à la croisée des chemins. Et après en avoir parlé avec mon entraîneur, son mot d'ordre, c'était de ne pas précipiter les choses, d'être patient. Et que de toute façon, selon nous, je suis à un stade où je suis bien placé pour le futur, peu importe la direction que je décide de prendre. On parlait d'équilibre. J'ai encore des choses que je tiens à réaliser sur route, notamment sur marathon. Par contre, pour ce qui est de la piste, je commence à être en paix avec le fait que c'est correct si j'y retourne moins. Mm-hmm. Ou tout du moins d'un point de vue moins compétitif. C'est toujours cette notion de ma tête me dit que d'être prudent, conservateur et d'être progressif dans ma pratique et de continuer de travailler des acquis vraiment en vitesse pure, si on veut. Mon cœur me dit vraiment de retourner dans les sentiers et c'est pour ça que de ce temps-ci, j'y vais de plus en plus. Je commence à toucher à 2-3 trucs. J'acquiers de l'expérience tranquillement, pas vite, mais mon but n'est pas d'être une étoile filante non plus. Mm-hmm. Et ça, on en a beaucoup observé des gens, malheureusement, dans les dernières années au Québec, qui arrivaient très vite, qui étaient flamboyantes, mais qui disparaissaient aussi avec beaucoup de problèmes. Mon but, c'est de me développer, de progresser et de m'épanouir vraiment dans un objectif à moyen et long terme et d'être en mesure de pratiquer ce sport-là quand j'aurai 50, 60 ans, puis pas d'être brisé en 12. Ben, c'est l'attrait du trail quand on voit que des gens le font. C'est que c'est possible, mais en étant prudent. En ne brûlant pas les étapes. En étant intelligent, plus que prudent. Un mix des deux? Comment je pourrais dire ça? Je trouve que le sport, en même temps, a besoin d'être un petit peu entertainant. Ben oui. Les gens qui prennent des risques, puis qui s'assument de prendre des risques, puis qui échouent, mais qui prennent des risques, puis qui essayent de scorer fort, c'est entertainant, puis ça fait en sorte que le sport est attrayant. Ouais. On Puis il y a salue le fun Jim à Worsley suivre. d'ailleurs. Ben, entre autres, mais tu peux le mettre... Ah non, c'est... même à une échelle locale, il y a plusieurs coureurs au Québec, tu sais, qui vont en ligne, là. Puis c'est fun à voir. Puis souvent, ils échouent, mais ils recommencent, Mais- puis une fois de temps en temps, ils scorent gros. Mais quand ça marche, C'est le exact, fun. ça score gros. Puis c'est le fun, puis ça fait des gens attachants aussi, je Ben oui. trouve. Ça fait des gens qui ont pas peur de risquer beaucoup pour atteindre des gros objectifs, ce Ouais. qui est tellement louable. Parce que tu te donnes, je trouve, les moyens d'essayer. Mm. Mais je pense que cette prise de risque-là, il y a une façon de la faire aussi intelligemment. Et de la faire sur une échéance à court, moyen et long terme. Ouais. Ben, c'est qu'il y a une approche de la compétition qui est le jour J, j'y vais all-in, puis si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Tu sais, c'est deux débats un peu différents parce que il y a des gens qui ont eu cette approche de la compétition qui dure longtemps dans le sport. Mhm. Puis t'as des gens qui c'est parce que c'est une approche complète du sport, qui sont all-in dans tout ce qu'ils font. Ouais. Tu sais, je pense que tu peux être all-in le jour de la compétition, mais prendre le temps que tu as besoin pour récupérer intelligemment. Tu sais. Exact, tout à fait d'accord. Puis le fait de prendre le temps de récupérer, c'est d'être all-in dans son sport aussi. Ben oui. Parce que c'est le fait d'être all-in dans ta récupération. Puis quand tu regardes des athlètes de plus haut niveau, ben tu te rends compte que la majeure partie du temps ils récupèrent. Là. Puis ça en fait partie. C'est d'aller chercher un certain degré de perfectionnement et de perfectionnisme dans toutes les sphères qui vont faire en sorte que tu vas chercher une progression. Et ça, ce qui est le fun, c'est que c'est applicable à n'importe quel niveau aussi. Tu Ben oui, tout à fait. sais, n'importe qui peut se dire ah ben il y a une sphère que j'aimerais peut-être travailler un peu plus, planifier un peu plus, puis la faire progresser donc pas un peu plus. Puis ce qui est intéressant de la course à pied, c'est que tu viens voir les progrès très rapidement et c'est très concret. Ouais. C'est pas quelque chose d'abstrait, c'est un sport qui est, oui, il y a un degré technique, mais un peu moins technique quand même qu'on pourrait penser, je sais pas, j'ai pas d'exemple forcément qui me viennent en tête, on pourrait dire le tennis, j'imagine, ou le golf, de la façon dont on frappe sa balle, j'imagine, où on met les effets ou ce genre de choses-là, tu sais, c'est très, le corps humain est sa limite jusqu'à Ouais. un certain point. Ben, c'est des sports qu'on entend que les grands champions, quand ils atteignent finalement ce niveau-là, c'est que ça fait des décennies qu'ils le pratiquent. En course, on a vu un peu de tout. Il y a des gens qui ont une progression
lente et tout le temps en montée, mais t'as des gens qui sont arrivés après 2 ans de sport qui performaient, puis tu sais, la course, c'est en nous. On est né pour courir, puis on le fait depuis qu'on est jeune. Donc, il y a des gens qui... Je pense que tu peux performer à un haut niveau, tu peux surprendre sans avoir 20 ans d'expérience. T'sais. Entièrement d'accord avec ça. Mais si tu veux toffer, faut le faire comme du monde. Exact. Bien récupéré. Pas juste ça. Pas juste ça, honnêtement. C'est de pas en faire trop non plus, puis prendre le temps de bien faire les choses. Et on a beaucoup parlé de planification aujourd'hui, mais de planifier ou de planifier certaines étapes de façon logique et structurée, c'est primordial. Et on parle pas d'avoir un plan au day-to-day ou au mois ou même à l'année. Tu sais, c'est juste d'avoir une idée un peu globale de qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on veut atteindre ou c'est quoi nos buts. Puis j'en ai déjà parlé dans un autre contexte, mais c'est applicable aussi à notre vie personnelle, professionnelle, peu importe la sphère. Tu sais, c'est de se dire c'est quoi les éléments de ma bucket list que je veux cocher, dans quel ordre je veux les faire, puis c'est quoi la suite logique. Puis ça fait en sorte que ce degré d'épanouissement par la suite et de progression, il est plus naturel. Ouais. Plus naturel. Mais je pense que c'est un sport comme bien d'autres choses dans la vie qui peut débouler vraiment rapidement. Tu sais. Mm-hmm. Tu fais un premier 50K, boum, l'année d'après, tu fais un premier 100K, puis en temps de le dire, tu es rendu dans des longues distances, si c'est l'objectif. Mais je pense que ça peut être bien de prendre le temps, tu sais, de se sécuriser dans une même distance. Tu sais. Puis les gens m'écrivent beaucoup avec des questions par rapport à ça, par rapport à la course, par rapport à plein de sujets. Tu sais, il y a des choses sur lesquelles je peux me permettre de donner une opinion, tu sais, et d'autres pas du tout. Je suis pas un coach, je suis pas un préparateur physique. Mais moi, c'est ce que je répète souvent quand les gens me demandent hey, j'ai fait un premier 50K, penses-tu que je préfère un 50 000 à la fin de l'été? Je suis pas ton coach, je te connais pas physiquement, je t'ai pas vu performer, je peux pas dire. Mais moi, je le sais que dans ma progression, qui oui, peut peut-être paraître rapide, je me suis sécurisé dans chacune des étapes que je me suis fixé. Moi, le 50K, le cours ultra était une première étape. Le 50 000, 100K était une deuxième étape. Là, je crois être prêt pour la prochaine. À l'apparition de l'épisode, on saura si j'étais prêt. Mais c'est ça, je me suis sécurisé en faisant plusieurs événements, plusieurs efforts, plusieurs build-up d'entraînement, plusieurs blocs qui mènent à une course. Fait que j'ai pas nécessairement appris le jour J de la course, mais j'ai appris dans le bloc qui a précédé. Mais je me suis sécurisé à chacune de ces étapes-là en me disant ça fait plusieurs 50K que je fais. Puis t'as potentiellement appris aussi. Ben, clairement. T'as potentiellement appris, et tu t'es découvert, et t'as découvert aussi des choses sur ta personne qui te permettent de dire, oh, est-ce que l'étape suivante est réellement l'étape que je veux aussi atteindre? Exact. C'est parfois une remise en question, tu sais, je te dis pas de tous les jours de te dire, tabarouette, est-ce que je fais, c'est-tu correct, là? Ben, c'est bon de remettre en question le plan. Hein. Une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Ah oui. Ça fait pas de mal, mais d'avoir une ligne de conduite quand même, ça peut être intéressant. Puis les priorités peuvent changer. Et c'est cette notion aussi d'être capable, encore une fois, on revient à cette notion d'équilibre de où est-ce qu'on met nos priorités, puis de valoriser chaque instant qu'on est capable de mettre dans une priorité X, Y ou Z. De se dire, présentement, ce que je fais, c'est pour ça, ce que je fais, c'est pour ça, ce que je fais, c'est pour ça. Peut-être que je pourrais en faire plus. Peut-être que, ou tout du moins, il y a toujours l'option d'en faire plus, mais présentement, c'est ça le temps que j'ai d'allouer à ce que je fais. Et c'est, honnêtement, en plus, c'est difficile pour moi d'en parler et d'avoir l'air crédible parce que c'est potentiellement mon défi personnel le plus critique, c'est d'apprécier ce que je fais vraiment dans le moment et de ne pas avoir cette pensée je pourrais en faire plus, je pourrais en faire plus, je pourrais en faire plus. C'est très difficile. Mais on finit après par apprendre, malgré tout. Je pense que j'écoute bien du monde jaser de ça. J'en ai rencontré pour le podcast, j'en ai rencontré dans la vie des coureurs d'ultra, des athlètes, des coureuses. On est souvent notre plus grande, pas menace, mais j'entends beaucoup les gens parler « Ah, faut que j'apprenne, faut que je fasse mieux la prochaine fois parce que là, j'ai mal géré mon truc. J'ai été ma propre menace, j'ai progressé trop vite. J'ai fait des blocs d'entraînement trop intenses. » Peu importe c'est quoi la raison, mais souvent, j'entends que les gens sont leur propre menace. C'est peut-être fort comme terme, mais faut qu'ils apprennent eux-mêmes à se tempérer, à se calmer. Parce que Dieu sait qu'on est têtu puis que souvent, on n'écoute pas assez nos prochains. Ben, je pense que oui.
Ah, puis même, on parle à des coachs, des préparateurs physiques, des entraîneurs, puis ils sont pour leurs athlètes, mais ils sont pas pour eux. Non, Puis définitivement pas. C'est typique de gens intenses, je pense, de gens passionnés. Puis t'ouvres une belle porte présentement, tu sais. N'importe qui, à n'importe quel niveau, peut aller chercher les conseils de quelqu'un avec un certain degré d'expertise, tel qu'il soit. Et peut-être qu'avant d'investir des sommes faramineuses dans de l'équipement high-tech qui est plus ou moins parfois indispensable, que d'aller chercher les conseils d'un expert pour mieux progresser puis mieux s'épanouir, ou lorsqu'on a des petits bobos d'investir, tu sais, je le mets en perspective, investir un 80$ dans un physio versus un 80$ dans un autre équipement quelconque, c'est peut-être une séance où on va être capable d'aller chercher un certain soutien et d'avoir un certain bagage d'outils qui nous permet par la suite de pas se blesser puis de continuer de pratiquer notre sport. Voilà. Tu sais, on parle de sacrifice et encore là, c'est basé sur un schéma de valeur aussi personnel. Donc encore une fois, libre aux auditeurs qui sont en désaccord avec moi d'être en désaccord avec moi et puis de me le dire. Mais jusqu'à un certain point, de mon opinion, de valoriser cet épanouissement puis cette progression et notre santé versus d'autres choses qui font en sorte qu'on continue de pratiquer ce sport-là, il y a des leçons à prendre de ça. Ouais, très intéressant. Moi, tu le sais, on a parlé d'FKT, mais moi, depuis l'épisode 1, j'ai mis FKT aux questions éclairs NAC. Yes! Donc, ça pourrait pas être plus pertinent après avoir parlé pendant des heures de FKT. Bon, là, c'est beaucoup plus rapide. On se rappelle que présentement, le FKT féminin et overall appartient à Maïka Lamoureux et Anne Bouchard en 14 secondes. Donc, 2 superwomen. Maïka qui a gagné le 65 km de l'Ultra Trail Arikana. Ouais. Anne Bouchard qui est Faites-le Anne Bouchard. Du côté des hommes, c'est 16 secondes pour Samuel Ouellet. Donc, c'est des FKT très rapides. On est loin de ton effort d'hier qui était sur combien? 5-6 heures? L'aller, j'ai descendu le record de 2h49 en 2h32. Puis la totalité m'a pris 5h47. La barre est déjà haute pour l'aller-retour. Là, ça va être plus rapide. 16, vas-y. 16 secondes, attends, je sors le chrono. On va faire ça en bonne et due forme. Eh mon Dieu, ça va être un exercice difficile pour moi, j'ai tendance à me perdre. Tu vas voir, c'est très rapide, c'est 2 éléments qu'on met en opposition, fait que... Mettez vos traces GPS d'ailleurs dans vos montres avant d'aller faire quelque chose, ça aide à pas se perdre. Ouais, c'est ça, exactement. Tu me dis quand t'es prêt? Vas-y. Route ou trail? Trail. Speed goat ou zinal? Zinal. FKT ou course? Course. Café ou thé? Café. NAC, gaufre ou bar? Gaufre. Côte ouest ou côte est? Côte ouest. Charlevoix ou Gaspésie? Charlevoix. Sucré ou salé? Sucré. Bâton ou pas de bâton? Bâton. Arikana, Bear Mountain? Bear Mountain. Oh, 15 secondes! Wouh! On a un nouveau FKT. Mesdames et messieurs. Et voilà. Mais je tiens à mentionner, faire une petite précision sur Bear Mountain. Bear Mountain, ça a été, ça a une place très haut dans mon cœur. Puis je vais me permettre de me flatter un peu, si on peut dire ça comme ça. J'en suis particulièrement fier. C'est vraiment un endroit. Tout d'abord, c'est un endroit où on a pu voir l'émergence de plusieurs coureurs du Québec dans les dernières années. Puis c'est un endroit qui était vraiment sympa. Pour moi, ça a été un lieu de rencontre. J'ai beaucoup rencontré des gens de Montréal là-bas. C'était vraiment un événement qui était défini comme le premier événement de trail de l'année. Il y a eu quoi, début mai? Il y avait lieu la première fin de semaine de mai. Puis pour moi, ça a été j'ai fait 2 années back-à-back les demi-marathons à Bear Mountain. Puis ça a vraiment été les courses qui m'ont dit OK, cool, j'ai du fun, puis je suis capable de pousser. Par contre, je tiens à dire qu'Arikana a aussi une place spéciale dans mon cœur parce que c'est ça, c'est juste l'organisation qui est exceptionnelle. C'est l'attrait des questions éclairs, c'est que moi, je me permets d'essayer de vous coincer parce que je fais un peu de recherche puis je choisis des choses pour mettre en opposition puis vous casser la tête. Mais 15 secondes, je te félicite. Non seulement tu as inscrit un nouveau FKT hier sur le sentier dans Charlevoix, le nom, les Florents et... Des Pointes. Le premier sentier, c'est le sentier des Pointes, voilà. Du chemin des Pointes jusqu'à Saint-Urbain, puis les Florents qui descendent de Saint-Urbain jusqu'au camping Le Genévrier à Baie-Saint-Paul. Et voilà. Et là, tu as le FKT.
encore des hommes. On se rappelle que les femmes, à 14 secondes, détiennent toujours la pole position. Mais t'as le FKT masculin en 15 secondes. Félicitations. Shout-out à Maïka puis Anne. Yes. Un gros merci à toi, Samuel. C'est génial. C'était super intéressant. Moi, je termine toujours en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast, Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie la gang de NAC, toujours fidèle au poste. Puis je te remercie, toi, de t'être déplacé dans les hauteurs nordiques de la ville de Québec pour venir avoir froid près d'un feu, mais jaser autour d'une bonne bière. Ça a été génial. Merci, Yannick. À tout le monde, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.